est-ce que j'y suis? Je vais avoir besoin d'aide pour qu'on m'explique. Ouais, c'est bon. J'y suis, Marcel? Qui est. Ok, bah coucou Des tout le gros monde. bisous? Ouais, des bisous, mon Marcel. À vite, hein, à vite. Ouais, très vite. Ciao. Grave. Bon, ben, on reste à Nantes. Son, ok, vidéo, ok. Merci. Tu sais, ça me fait penser au goéland ou à l'albatros, là, dans Bernard et Bianca. Chut, avec le démarrage, quoi. Des fois, j'ai trop envie de le mettre, en fait, au début, quoi. T'as les sous-titres qui s'étaient activés. Coucou, Eurial. Des bisous, Eurial. Mais t'as vu, là, je fais pas de pub, hein. On fait gaffe un peu à ça, quoi. Et donc, midi 14h, sans faire de pub, je peux remercier Davduf d'avoir soutenu le piqué de stream, là, surtout au début, et voilà, ça, je peux quand même le faire. Bonjour à tous. Vous avez sans doute vu à travers le petit échange que j'ai eu avec Marcel que moi, je fais des remplacements. Moi, en fait, je suis le vacataire, quoi. Je fais des remplacements, quoi. Et c'est cool, c'est cool. Donc, je suis content de faire des remplacements, quoi. Donc, bonjour à tous. Je trouvais que c'était intéressant, en fait, d'aller dans une direction encore autre que celle que j'ai empruntée, là, jusqu'à présent avec vous sur le piquet. Parce que c'est la 5e fois, quand même, mine de rien. Donc, c'est vrai qu'avec Andrea, on vous a proposé quelque chose autour de l'inégalité des vies. Je vous ai proposé quelque chose avec mes étudiants pour essayer d'avoir des paroles de jeunes gens de 20 ans, parce que je trouvais que c'était important d'ouvrir ce micro-là. Et la dernière fois, j'étais complètement ailleurs. Je suis toujours un peu ailleurs. Je suis très fatigué. Je dors très peu la nuit et tout, quoi. Ça va se calmer un peu. La semaine prochaine, c'est les enfants, un petit peu de vacances. Et donc, j'espère pouvoir apporter un max de force. Le titre, c'est bien. Je sais pas ce que t'as mis comme titre, mais le titre, ça serait bien, genre, penser la violence. Je trouve ça classe. Penser la violence. Tintin. Ouais, non, mais Philippe Maizetti il revient grave de l'échauffement. Mais en fait, je flotte un petit peu sur tous ces streams, en fait, piqués, quoi. Parce que je suis extrêmement fatigué et tout. Et que, mine de rien, ce que je propose ailleurs le mardi, c'est beaucoup d'énergie, quoi. Donc, réflexion sur la violence. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. Penser la violence, c'est plus classe, mais c'est pas grave, quoi. Et donc, c'est vrai que la dernière fois, on est parti free party et tout. Ouais, je flottais un peu, là, je suis parti loin, quoi. Mais perso, je me suis régalé. Bonjour le raid, coucou le raid, wesh le piqué, coucou HBK, Géo. Et merci à toi beaucoup pour le raid, c'est chouette. C'est bien de nous donner de la force. Et donc, du point d'exclamation don aussi, hein, là dans le chat, parce que c'est ça qui compte, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vous proposer un petit truc un peu très différent de ce que j'ai proposé la dernière fois. Peut-être que ça va être un peu plus aride, parce qu'après moi c'est des trucs sur lesquels je réfléchis beaucoup, donc je me rends pas forcément compte en fait si c'est aride ou pas. Donc tant pis, on va tenter le coup, quoi. Je vais essayer de vous proposer un petit stream autour de la question de la violence ce soir. Et faire un petit point sur un certain nombre de présupposés en termes d'épistémologie des sciences. En fait, on va faire un petit peu d'épistémologie des sciences. Bon, à notre niveau, hein, moi, je fais ce que je peux, quoi. J'essaye de vous proposer un max, quoi, pour que ça vous intéresse, mais je n'ai pas de légitimité, hein, je le sais bien, quoi. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose autour des sciences sociales et autour de comment est-ce qu'on peut penser la question de la violence. Et je voudrais vraiment vous montrer la différence forte qui existe entre la sociologie française et la sociologie américaine. Voilà, je voudrais vraiment qu'on aille dans ce sens-là, quoi. On verra ce que ça va donner. Ouais, non, je suis pas légitime. C'est un vrai problème, ça, par rapport à ça. Mais en tout cas, je vais vous partager des lectures, partager certaines pensées, vous faire écouter un peu Deleuze. Alors, je reprends des trucs que j'ai déjà fait. Ça, j'avoue, est-ce que je fais du recyclage? Non, parce que j'ai évolué sur ces questions. Mais c'est vrai que disséminé dans mes derniers streams, il y a un certain nombre d'extraits que je vais vous montrer qui ont déjà été exploités, quoi. Et donc, je vais essayer de vous proposer quelque chose autour de cette question de la violence, et fatalement réfléchir à la question de la violence, c'est aussi poser le question de l'interaction entre l'individu et la société, et la façon dont on se positionne par rapport aux interactions. Donc voilà, donc du coup, on va voir si ça va marcher. Je m'étais pas mis mon... À quel endroit j'avais mis... je vais changer de scène et tout, etc.
Moi, j'irais bien. Ah, yes, il y est. Je me disais bien que je l'avais mis, quoi. Allez, générique, et on est parti, la question de la violence. Ça marche? Bon, on y va. Hein. On y va. Alors, je vous dois d'abord des explications pour tout ça. Alors, ouais, je vous dois à tous des explications pour tout ça. Putain, à chaque fois, j'ai mon chat qui dégage, quoi. Ça me gonfle. Moi, tu sais quoi, je pense que je vais le virer, le chat, et je vous suivrai sur le côté, quoi. La question de la violence. Je voudrais vous faire une petite histoire un peu perso sur le rapport que j'ai avec cette thématique très, très particulière, question de la violence, et je trouvais que c'était pertinent dans le cadre du piquet de stream, d'aller essayer de poser une réflexion autour de cette thématique complexe, quoi. Donc je vais essayer de le faire un petit peu par étapes et vous montrer où ça m'a emmené. En fait, pour ceux qui le sauraient pas, qui n'auraient pas suivi les derniers trucs que j'ai pu faire ici, bon, moi je suis un coordinateur de trucs culturels, mais genre il n'y a pas de taf, quoi. Bon, on s'en fout. Mais je travaille un peu avec des futurs travailleurs sociaux. Voilà, je propose des modules et tout, quoi, de cours. Et donc fatalement, à un moment ou à un autre, j'ai dû réfléchir à la question de la violence pour essayer de construire quelque chose comme un cours, en fait, pour ces jeunes gens qui passent les concours de travailleurs sociaux. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué assez vite, en fait. C'est un exemple que je suis allé chercher du côté du PTSD, du stress post-traumatique. C'est-à-dire un psychologue avec lequel je discutais, un bon copain à moi, qui me disait, nous, en recherche, en psychologie, on n'est pas tous d'accord, en fait, sur le concept du stress post-traumatique. Comme on n'est pas tous d'accord sur le concept de dépression, comme on n'est pas tous d'accord, en fait, sur le concept de burn-out, etc. Il dit, en revanche, il y a un truc qui est sûr, c'est que même si scientifiquement, en fait, on essaye de construire des choses et on se situe par rapport à ces catégories-là, en revanche, politiquement, c'est hyper important qu'elles continuent à exister, parce qu'elles donnent un nom. Ça m'avait marqué ce qu'il m'avait dit à ce moment-là. Ça veut dire que le soldat américain qui rentre de la guerre du Vietnam dans les années 60, au début des années 70, qui a aucune blessure apparente, en fait, et qui est incapable de dormir dans un lit, et qui a besoin de se construire une tranchée dans le jardin pour pouvoir se coucher, lui, pendant longtemps, tant qu'on n'avait pas le mot, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de délégation. Bonjour, Béchézen. Il n'y avait pas de soutien par les associations de vétérans, etc., etc. Et puis, ce terme, ce concept, son inscription dans le monde, son apparition dans les jurisprudences, sa réutilisation par les médias, le stress post-traumatique a fini par exister socialement. Moi, je suis un constructionniste. Hein, je crois qu'il y a je pense que la société, que le monde est une construction sociale, en fait, assez fondamentalement, mais on reviendra sur ces questions plus tard. Et donc, je me suis vachement intéressé à l'efficace de la création de catégories. L'efficace au sens d'Austin, quoi. Quand je dis qu'ils sont pas d'accord, c'est juste que d'un point de vue scientifique,
C'est-à-dire, de leur point de vue à eux, la science, pareil, il faut être sociologue sur ça, hein. La science est reconnue comme un article scientifique, ce qui est validé par une communauté des pairs, elle-même légitimée par un réseau universitaire, un réseau de revues, etc., etc. C'est ça, hein, la science, quoi. Donc effectivement, dans cet espace-là, dans ce microcosme-là, auquel on n'a pas forcément accès, nous, quand vous voyez le prix des thèses en France, vous dites que c'est un milieu, que c'est un espace dans lequel on n'a pas envie vraiment que tout le monde rentre, quoi. Il y a un péage à l'entrée, les articles sont souvent arides et tout, etc. Non, c'est à réfléchir ça quand même, hein. Est-ce qu'il peut exister une science du commun? En tout cas, quand je dis ça, ça veut dire que sur une catégorie comme le stress post-traumatique, les psychologues ou les psychiatres sont pas d'accord, quoi, d'un point de vue scientifique ou de leur pratique. En revanche, n'importe lequel de ces psychologues ou psychiatres serait complètement convaincu qu'il faut que dans l'espace public, cette catégorie continue à exister parce qu'elle a une efficace politique. Elle permet la création d'une reconnaissance assurantielle, d'une reconnaissance par la médecine traditionnelle, enfin de la possibilité d'avoir un arrêt maladie, etc., etc. Et donc du coup, au niveau de la violence, j'avais commencé à vachement m'intéresser à cette question en fait de l'efficace au sens d'Austin. C'est celui qui parle des fonctions performatives du langage. Vous savez, quand vous dites allô, ça veut rien dire, ça sert juste à lier le contact avec l'interlocuteur, quoi. Et il y a un certain nombre de propositions qui sont pas fatiques, comme allô, mais qui sont au contraire performatives. C'est le je vous marie de l'adjoint au maire, quoi. C'est le mot est un acte lui-même, quoi, et il y a une inscription dans la réalité par l'intermédiaire de l'acte de langage. Et ben, d'une certaine façon, quelque chose comme le viol conjugal, par exemple, qui est reconnu depuis peu, alors que dans le code civil jusqu'à présent, c'était la femme doit obéissance à son mari, envisageait en fait la naissance de la violence comme étant aussi une catégorie qui s'inscrit dans le monde par l'intermédiaire des relais appropriés, quoi. Vous voyez, j'avais réfléchi un peu sur cette question-là, quoi. Alors c'est qu'une toute petite entrée, hein, du côté de la violence, mais ça a été mon entrée, cette question presque sémiologique, quoi, pas sémiologique, performative, de qu'est-ce que c'est que l'efficace politique d'une catégorie, quoi. Et comment est-ce qu'on nomme le monde? Voilà, comment est-ce qu'on nomme le monde? Comment est-ce qu'on désigne le monde? Et assez naturellement, je suis arrivé à la question de comment est-ce qu'on peut penser la violence, et la différence entre penser la violence et penser le pouvoir. Deleuze, il dit un truc hyper balèze. Il dit, ça me permet de poser une définition d'entrée, il dit, la violence, c'est une force qui s'exerce sur un être, un objet ou un événement, alors que le pouvoir, c'est une force qui s'exerce sur une autre force. Et là, il définit le pouvoir disciplinaire de Foucault comme ça, comment est-ce qu'on gère des flux, comment est-ce qu'on gère des déplacements, comment est-ce qu'on les organise, etc. La différence entre le pouvoir et la violence. Ce qui m'intéressait du côté de la violence, en fait, donc la violence qu'on pourrait exercer comme ça, qu'on pourrait définir un peu philosophiquement comme ça au début, quoi, comme une force qui s'exerce avec effet durable, d'origine naturelle ou humaine, intégrée dans des structures sociales, une force qui s'exerce sur un être, un acte, sur un être, un événement, un objet, en vue ou sans l'intentionnalité de destruction, de dégradation, de meurtrissement, etc., quoi. Voilà, je pense un truc comme ça, la violence, qu'on pourrait exprimer un petit peu comme ça, pour reprendre sur plusieurs catégories et plusieurs classifications de base, quoi. C'est vrai que j'étais parti un peu sur ça au début. Et puis en fait, mine de rien, j'ai trouvé que derrière la question de la violence se cachait et se nichait la question de l'interaction qui pouvait exister entre l'individu et la société. Et là, ça m'a renvoyé, je reviendrai sur la question de l'individu, à quelque chose qui est assez passionnant, en fait. C'est la différence totale de présupposés, en fait, et d'appréhension de la société du côté de la tradition sociologique française et du côté de la tradition sociologique américaine. Pour caricaturer, on dirait que la sociologie américaine s'intéresse aux interactions et au fait que la société naîtrait des interactions et qu'il y aurait des principes de stabilité, ce que Howard Becker appelle les conventions, mais que en fait il faut partir bottom-up, quoi, pour penser la société. Il faut envisager
envisager des interactions. Et que donc, penser la violence dans le cadre de ce type de sociologie, c'est penser l'interaction, penser le corps, et penser la façon dont la société, elle se recrée dans la violence. Ça, c'est le point de vue américain. Le point de vue français, c'est autre chose. Le point de vue français, la réalité pour Durkheim, ou même pour Bourdieu, c'est la famille, l'État, le travail, etc. Et tout ça, ça s'incarne, un peu magiquement, il faudrait revenir sur la question de la croyance. Ça va s'incarner dans des interactions, et donc envisager la violence dans le cadre d'une interaction, c'est poser fondamentalement la question de ce qui s'incarne, de l'idée transcendantale qui s'incarne dans l'interaction. Et là, vous avez deux sociologies, deux philosophies complètement différentes, quoi. Et la violence m'a plongé, en fait, dans cette réflexion sur c'est quoi la société et l'individu dans chacune de ces sociologies, quoi. Alors, je vais commencer par donc, je sais pas si c'est très intéressant ce que je raconte. C'est peut-être plus cool de parler de BPM et de parler de tech, quoi. Désolé, c'est peut-être un peu aride ce matin, quoi, comme ça, de midi à 14, quoi. Mais bon, voilà, Balek, quoi. J'avais envie de partager ça avec vous. Et après, je vous donnerai deux exemples concrets, deux façons d'appréhender la violence. Donc, après ce passage un peu théorique, un peu aride en début de stream, je vais vous proposer deux analyses. Je vais vous proposer une analyse d'un dessin animé très impressionnant qui s'appelle The Silent Voice, d'un côté, et merci les garçons. Donc vous êtes gentils, vous êtes trop gentils, quoi. Donc de partir d'un côté sur une petite analyse de Silent Voice et d'essayer d'envisager comment à l'intérieur d'un dispositif qui distribue des rôles, on peut penser une régulation de la violence. Et ça, c'est le cas vous verrez, je m'appuierai sur le schéma de René Girard du bouc émissaire. Et dans la deuxième partie, j'essaierai cette fois-ci d'aller plutôt du côté du concept d'institution totale de Goffman et de comprendre la violence par rapport à d'autres caractéristiques d'un dispositif. Et je vais vous parler de télé-réalité. Voilà, donc ce matin, c'est Silent Voice, c'est un dessin animé japonais et un témoignage suite à une télé-réalité. C'est surtout ça, en fait, ce matin. Mais je voulais vous le montrer, voilà. Être un peu rentré dans essayer d'affronter, en fait, le problème philosophique de la violence, quoi, et le problème sociologique de la violence, quoi. Alors, du coup, on reste encore un petit peu dans cette épistémologie-là. Je vais faire un truc un peu perché. Je vais aller vous chercher... Alors, en plus, on a de la chance, parce que dans le cadre de Deleuze, il y a un travail extraordinaire qui a été fait par ses disciples. Ils ont créé ce qu'on appelle un web Deleuze, donc ils ont transcrit l'intégralité de ces conférences. Vous voyez, vous avez à l'écran un élément, quoi, de cette conférence-là. Et là, c'est pas les conférences, d'ailleurs, c'est des cours à Vincennes. Et donc là, je vais vous faire écouter, je crois que c'est le deuxième ou le premier, la première intervention de Deleuze dans un cours absolument extraordinaire, qui est sans doute la référence de ma life, qui est le cours de Vincennes sur Foucault et le pouvoir. Il y a un cours de... Merci Dogno. Il y a un cours de Deleuze Dogno, du coup, tu vas pouvoir aller le chercher, tu vois, c'est facile à aller trouver. Dogno, si tu regardes à gauche, là, il y a la liste des cours et il y a Foucault et le pouvoir. Il y a Foucault et les institutions ou les représentations de connaissances, quoi, et il y a un cours sur le pouvoir. Et il me semble que c'est le premier épisode. Je vais vous le dire, d'ailleurs, parce que moi, j'ai gardé tout ça. Ouais, mais je peux pas bouger, quoi. Mais bon, donc c'est le cours de Deleuze de cette époque-là sur le pouvoir. Et vous allez avoir, à l'intérieur de ce cours-là, une réflexion de Deleuze complètement perchée, complètement chez père, sur la fight qui s'est nouée entre Tarde et Bourdieu, et Durkheim. Et donc, en fait, il n'est pas complètement à côté de la plaque. Je reviendrai dessus et je réexpliquerai, quoi. Parce que des fois, Deleuze, c'est un peu... Dès qu'il fait un peu d'histoire des sciences, ça ressemble un peu à rien, quoi. Mais là, c'est passionnant. Et puis, c'est trop bien. Genre, il raconte une histoire. Deleuze, il va vous raconter une histoire. Pour vous remettre dans le délire. Ouais, je crois que c'est le premier cours. Attends, je vais te le dire. Tant pis, je vais casser mon truc, quoi, mais je vais te le dire. Voilà, je vous le fais apparaître. Le cours du 7 janvier 1986, Dogno. 7 janvier 1986.
Ah, puis là, pour retrouver à quel endroit il parle de Tarbes, attendez, parce qu'on a quand même des outils là. Puis on est en stream, on n'est pas, on s'en bat les couilles. Voilà, et c'est à peu près à cet endroit-là. Yes, je raconte une histoire. Regardez quand même comme c'est beau. Je raconte une histoire. Ok, on va partir sur ça. Je raconte une histoire. Allez, je vous mets cette histoire-là. Alors, l'histoire qu'on a plutôt tendance à raconter du côté de Deleuze, merci Donio. L'histoire qu'on a plutôt tendance à raconter du côté de la sociologie, c'est et qu'on se mette d'accord un petit peu sur ça, quoi. Genre, il n'y a pas de science avant le 19e siècle, quoi. Là, le 19e siècle, c'est l'invention de la science. Avant, il y a autre chose, il y a plein de trucs avant, quoi. Mais la naissance de la science, c'est la méthode expérimentale de Claude Bernard. C'est l'administration de la preuve, l'hypothèse qui est posée, le protocole expérimental qui est pensé, l'infirmation ou la confirmation des hypothèses de base suite à l'expérimentation, et à la fin, la définition d'une règle générale selon une méthode inductive qui deviendra déductive dans la suite de la construction de l'histoire des arts. Ça c'est la science. Avant, il y a plein de trucs, hein, mais si vous prenez Newton, par exemple, la gravité universelle, c'est un demi-tome dans une œuvre de 15 tomes dans lequel il y a 14 tomes et demi d'alchimie, quoi. Donc on comprend bien ce que c'est que la science. Et comment vont se situer, en fait, les différents courants scientifiques sur le milieu et la fin du 19e siècle. Ça c'est vraiment important, quoi. Et donc, du coup, on est sur quelque chose comme de très scientiste, hein, aussi, quoi. Mais en même temps, des bases philosophiques, en l'occurrence en France, une base philosophique très mécaniste, dans les écrits de Piaget, qui va être le père de la psychologie cognitive, vous le retrouvez à la fin du 19e, un vocabulaire très mécaniste dans sa façon de décrire l'intelligence, par exemple, comme une adaptation à des changements d'environnement. Vous avez donc effectivement un courant français un peu aride, un peu mécaniste, et qui reste très cartésien, mine de rien, quoi, qui va s'installer, mais qui va commencer à poser l'expérimentation, l'administration de la preuve, l'objectivité, etc., dans un courant très cartésien, et qui va affirmer ça. Vous avez une lutte qui est fondamentale, c'est la fight entre Bergson et Durkheim, où Bergson va dire « Regarde mon gars, avec ta sociologie là, moi je vais prendre un thème qui paraît complètement social, et je vais montrer qu'on peut en parler philosophiquement. » C'est le pire livre de Bergson, c'est un livre qui s'appelle Le Rire, et qui est assez limité en fait dans son appréhension du social. Réponse de Durkheim, alors que Bergson, la philosophie de Bergson, elle est extraordinaire. Et Deleuze le raconte bien dans ses cours sur le cinéma, d'ailleurs. Et réponse de Durkheim, réponse trop classe de Durkheim, il va dire, tu sais quoi, Bergson, moi, je vais aller choisir le thème qui semble être le plus intime dans la tradition chrétienne française, qui est le suicide. Et je vais te montrer qu'on peut parler sociologiquement du suicide. Et Durkheim sort des tableaux de statistiques. Bon, un peu roots, hein, à l'ancienne, quoi. Et Durkheim a raison. Oui, si vous êtes garde champêtre, il y a une surreprésentation du taux du suicide chez les gardes champêtres. Oui, c'est vrai. Coucou Anne-Alex. Oui, c'est vrai. Et Durkheim impose la sociologie par cet intermédiaire-là, en s'appuyant sur un courant cartésien de redéfinition de l'objectivité du monde, quoi. Et la sociologie française est très 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 marquée par ces bases-là. Et vous l'avez même dans les méditations pascaliennes ou dans le début du sens pratique de Bourdieu, en fait, des réflexions autour de la preuve, de l'administration de la preuve, de la nécessité d'un savoir cumulatif, etc., etc. Bon, après ils vont régler le problème avec la construction de la société, mais ça c'est pas grave. Je voudrais vous faire écouter maintenant. Ouais, c'est une bonne question. Il y avait une surreprésentation du suicide, en fait, du côté des fonctionnaires de l'ONF dans une enquête de fin 2000. Peut-être que ça a changé depuis, puis de toute façon, il y en a de moins en moins, quoi. Mais voyez ce travail-là, quoi. Le fait de dire... ça correspondait, quand avec Andrea, on avait parlé des inégalités, on avait un petit peu étudié une enquête je crois qu'il s'appelle Verrier, sur le fait que les pauvres mouraient plus tôt que les riches. Une enquête fin 19e, très républicaine, très statistique, quoi. La sociologie, elle naît là-dedans en France, quoi. Et maintenant, je voudrais qu'on rentre un petit peu plus dans les détails philosophiques de la construction de la sociologie. Parce qu'on a tendance à dire que c'est une sociologie objectiviste qui s'appuie sur des grands ensembles et des outils statistiques, et c'est pas vrai. Et je voudrais donc, du coup, vous faire écouter Deleuze,
qui va vous raconter une autre histoire que celle que je viens de vous raconter. Non pas la naissance d'une sociologie française statistique et structurelle, partageant les mêmes présupposés que Marx sur les superstructures. Non, pas ça. Là, je vais parler de ce qui va être quelque chose de fondamental, c'est la différence entre les présupposés de Lévi-Strauss ou de Durkheim et ceux qui ont construit la sociologie américaine. Et donc, je vais vous faire écouter Deleuze. Alors, c'est un peu route, ça. C'est pas comme ça qu'on fait de l'épistémologie, quoi. Mais, franchement, honnêtement, ça vaut vraiment le coup, je pense. Je suis désolé, hein, c'est peut-être un peu perché, là, ce que je vous fais, j'en sais rien. Mais bon, comme je vous dis, je fais ce que je peux avec mes moyens aussi, quoi. Donc, c'est parti. Durkheim Tarde, 1h44. Deleuze va vous raconter une histoire. C'est une affaire d'ondes de plus en plus. Il y a des ondes et des corpuscules politiques. Du coup, ça doit nous rappeler quelque chose ou quelqu'un dont Foucault pourtant ne parle jamais. Je vous raconte une histoire aujourd'hui, ça va être une reprise, c'est-à-dire une série d'histoires. Je vous raconte une histoire. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, deux sociologues s'opposent dans une guerre inexpiable. Tiens, si je dis ça, c'est que c'est vrai à la lettre. C'est qu'il faut croire qu'il y avait non seulement la question de savoir, mais question de pouvoir. L'un sera écrasé par l'autre, mais comme toujours, celui qui a été écrasé est le meilleur. Il s'agit de Durkheim, le grand Durkheim, et de Gabriel Tarde, T-A-R-D-E. Et Gabriel Tarde est le fondateur de la microsociologie qui disparaîtra de France et qui ira en Amérique, où elle reviendra en France par la voie de l'Amérique, sans qu'on sache que l'Amérique ne faisait que nous rendre ce qu'elle nous avait pris. Aux douleurs. Oh, qu'est-ce qui se passait entre Durkheim et Tarde? Là encore, je crois que cette parenthèse est nécessaire. Quand je dis Durkheim a écrasé Tarde, ça a été une véritable guerre. Et c'est une conquête qui a fait gagner Durkheim, conquête de l'enseignement primaire, la morale laïque, et conquête de l'université. Les doyens étaient des Durkheimiens. Je dis statistiquement le nombre de doyens de faculté qui étaient des Durkheimiens, à croire que c'était des grands commis d'État. Tarde, il n'était pas universitaire de formation, il était juge de paix. Heureusement, il avait été recueilli par le Collège de France. Il y avait une très forte opposition à ce moment-là, Sorbonne, Collège de France. Il faisait ses cours, il devait être des cours merveilleux, mais son influence, ses disciples non durkheimiens étaient massacrés au point qu'ils se repliaient sur le droit. Et très bizarrement, j'abonde en anecdote aujourd'hui, très bizarrement, les disciples de Tarde... C'est marrant, hein, sa façon de présenter les trucs qui nous raconte une histoire, quoi. Donc, désolé, moi, ça me fait triper, quoi. Des histoires de deux vieux sociologues de l'époque... Moi, ça me fait un peu triper, quoi. J'avance un petit peu et je vais essayer de vous dire où je voulais en venir, quand même, parce que je veux quand même en venir quelque part, quoi. Qui a eu beaucoup d'importance au moment des accords Matignon, enfin, qui a eu une influence politique, était un disciple, semble, c'est bien celle-là. Et comment Durkheim fondait-il la sociologie comme science? Il disait, c'est tout simple, il y a deux sortes de représentations. Il y a les représentations individuelles, c'est l'affaire de la psychologie, qui vaut rien d'ailleurs, et puis il y a les représentations collectives. Les deux diffèrent en nature, les représentations collectives ne sont pas de même nature que les représentations individuelles. La sociologie, c'est la science des représentations collectives. Bon, je simplifie beaucoup, mais la notion de représentation collective est fondamentale chez eux. Je peux dire que c'est de la sociologie typiquement molaire. C'est de la sociologie de grand ensemble.
Et c'était merveilleux, c'est très beau la sociologie de Durkheim. Enfin, pour ceux qui aiment ça. Tarde, qu'est-ce qu'il disait? Tarde disait, ben oui, c'est très bien ce qu'il dit Durkheim, c'est bien intéressant, mais enfin, ces représentations collectives, ces grands ensembles, quand même, il n'est pas tout fait. D'où ça vient, un truc comme ça? Donc là, Durkheim entrait dans une colère, la question d'où ça vient n'avait pas réponse, il avait raison. Mais Tarde revenait à la charge et disait, non, vous savez, tout ce qui se fait socialement, ça ne présuppose pas les grands ensembles. Il y a toujours, qu'est-ce qu'il y a toujours? Eh bien, sous les grands ensembles, il y a des courants d'imitation. Et puis il y a des moments d'invention. Et il disait, vous voyez, moi ce qui m'intéresse, c'est la manière dont un employé de ministère fait son paraphe. Il y a un moment, par exemple, où il y a une époque où ça change. Le type de paraphe d'un employé de ministère. Il dit, ça c'est bon, Tarde. C'est un petit truc. Une petite invention sociale. La société, elle se forme par courant d'imitation et mouvement d'invention. Et c'est toujours des petites imitations et des petites inventions. Vous voyez, là, je ne fais même pas de la théorie, je vous dis ce qui intéresse cet art. Je dirais, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Là-dessus tombe le jugement inexorable de Durkheim et des Durkheimiens, qui est mort à Tarde. Il veut ramener la sociologie à une psychologie. En effet, il veut expliquer les représentations collectives, c'est-à-dire les phénomènes sociaux, par des imitations et des inventions. C'est-à-dire, il veut expliquer le social par l'individuel. Un individu en imite un autre, un individu invente. Voyez, Tarde ne s'en est jamais relevé en France. Et pourtant, Tarde disait quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec ce que lui faisait dire Durkheim. Car, chez Tarde, l'imitation sociale ne va pas d'un individu à un autre individu. Et l'invention sociale ne dépend pas d'un individu. Alors qu'est-ce qu'il appelle imitation et invention? C'est là que ça devient très beau. C'est classe, hein. Franchement, c'est classe, avouez, c'est classe. Ça vaut vraiment, vraiment le coup, hein, si vous pouvez tomber dessus et tout, quoi. Qu'est-ce que tu dis, l'art du rap, petite citation que j'aime, il n'y a point de violence ni d'usurpation qui ne s'autorise de quelque loi. Ouais, c'est bien. Et ça sera une façon d'articuler un petit peu justement ces deux systèmes, quoi. Alors, je vais essayer d'expliciter un petit peu ce qu'il dit là, parce que je sais bien que c'est un peu perché, en fait. Alors qu'en fait, c'est quelque chose d'assez simple. Bon, au début, je vous le fais de façon caricaturale, puis grâce à... Il y a un article assez génial, en fait, Goffman, Durkheim et les rites que je vous mets... vous voyez, vous avez le droit à un peu de visu, quand même, que je vous mets là, à l'écran, quoi, qui est un article de Kern, mais qui est libre, qui est ouvert, en fait, qui n'est pas sous péage, donc n'hésitez pas, il est génial, cet article, mais il est un peu aride. Qu'est-ce qu'il y a en jeu là-dedans, en fait? Qu'est-ce qu'il dit Deleuze, quoi. Bon, Deleuze, il galère un peu, hein, pour le dire, parce que Deleuze, il faut qu'il mette en place en même temps sa distinction entre une politique molaire et une politique moléculaire, qui est vraiment ce qui intéresse Deleuze, quoi. Pour caricaturer, la politique molaire, ce serait celle de l'algorithme, des grands ensembles, de l'organisation du territoire, de la construction du plan de construction des logements sociaux, etc. Alors que la politique moléculaire, ça serait comment est-ce qu'on se dit bonjour ou fuck dans un commissariat. Vous voyez, la politique moléculaire, c'est comment la société en fait s'origine dans l'interaction individuelle et comment en fait on est toujours au bord du chaos, quoi. Quel est l'élément de stabilité?
Voilà, c'est ça en fait la différence entre la sociologie française et la sociologie américaine. Est-ce que le réel social est une incarnation d'idées transcendantales, ou alors est-ce que la société, position américaine, se construit. Bah, pas tout à fait. Se construit à partir de l'interaction. C'est plutôt une question d'échelle, quoi. C'est plutôt une question de mouvement. Tu vois, est-ce que ça descend ou est-ce que ça remonte? Est-ce que, en gros, tu vois, tu as des grandes idées qui sont construites par des bâtiments, des lois, des règlements intérieurs, une organisation politique du territoire, etc. L'État, la famille, l'école, qui vient s'incarner dans les interactions. Et entre deux garçons qui tripent à la récréation, cette interaction, elle peut être entièrement pensée à travers une réflexion sur ce que c'est que l'école. Tu vois, ça c'est la position de la sociologie française. Et la position de la sociologie... je caricature. Hein. Et la position de la sociologie américaine et celle de Tarde, ça serait, pour reprendre Deleuze, ça serait de dire non. non. Dans la façon dont les deux garçons à l'école se disent bonjour... merci beaucoup Magnotte pour les 20 balles. Yes, c'est ça l'art du rap. Dans la façon dont les deux adolescents se disent bonjour, vous avez quelque chose de l'ordre de la société qui se dit. Et si vous voulez comprendre où est la société, il faut regarder la façon dont ces deux garçons ils se disent bonjour. Ou fuck, ou dont ils se mettent des patates, ou dont ils s'échangent des cartes Pokémon, ou dans la façon dont ils parlent de leur avenir pro, etc. Voilà, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Et alors cet article, il est impressionnant. Je vais juste en reprendre quelques bases, puis après on attaquera mes exemples sur la violence, quoi. Mais à partir de ces deux points de vue-là, regardez. Je vais vous montrer ce que dit, comme c'est balèze, Durkheim, comme c'est ouf, quoi. Alors, regardez ce que dit Durkheim. Durkheim peut ainsi définir le sacré sans recourir à la notion de divinité. Le sacré est ce qui se distingue du profane, cette distinction étant le minimum nécessaire à la pensée en vue d'établir une première classification dans la nature et de s'affirmer ainsi comme pensée entièrement et pleinement sociale. Or, pour que cette distinction soit possible au niveau de la pensée, il faut qu'elle existe en même temps au niveau des choses. La croyance au sacré pouvant apparaître comme un pur délire ou une hallucination collective, il faut qu'elle se fixe dans les choses et en particulier dans l'espace social pour devenir rationnelle. Il faut donc qu'il y ait un lieu où se manifeste le sacré par distinction avec le profane. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Et juste après... je vais vous reprendre ça. Attendez, parce que ce qui est cool, c'est quand il explique. Voilà. Chaque individu possède en lui-même une parcelle de la société qu'il a reçue et a intériorisée par l'éducation. Et c'est cette parcelle qui fait de lui non seulement un individu, mais une personne, non seulement un corps matériel, mais un corps doté d'une âme et digne par conséquent de respect. Cette conception qui a joué un rôle central dans la formation de la morale laïque de la Troisième République pose cependant un certain nombre de problèmes. En fait, en gros, pour Lévi-Strauss ou pour Durkheim, il y a une incarnation à l'échelle de l'individu et à l'échelle de l'interaction d'une supra-idée sociale, quoi, qui a été construite comme telle. Ok ? Ça veut dire qu'en gros, les deux garçons qui se disent bonjour dans une cour de récré, ils actualisent l'école. Le rapport de pouvoir, le rapport de... etc. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire qu'en gros, pour Durkheim, ce qui se passe, c'est qu'il y a des rites, et que les rites, ils visent la répétition, l'actualisation, l'incarnation de l'idée. Et c'est ça qui est important dans cette sociologie-là. Alors qu'à l'inverse, dans la sociologie, et ça, moi, je me le suis gardé... dans un coin, et je voulais vraiment vous le lire parce que je trouve qu'il y a tout là-dedans. Où est-ce que je me suis mis mince, j'ai dû l'appeler comment? Goffman, Tarde, Durkheim, Goffman, yes, voilà. Regardez. Hop, vous l'avez bien à l'écran. Je pense que c'est bon là. Yes. Alors regardez comment ça se passe. Cet interactionnisme symbolique permet alors à Mead de formuler de façon nouvelle le rapport entre la société et l'individu. Donc je vous ai fait Durkheim, d'accord ? Durkheim a décrit ce rapport en recourant à l'hypothèse d'une auto-opposition de la société sous la forme de la conscience collective, dont les personnes individuelles sont des émanations sous forme diffractée. Donc en gros, pour Durkheim, ce qui se passe, c'est que chaque individu, il possède l'idée de la société, il est une incarnation de l'idée de la société. C'est des idées qui s'incarnent, une société.
Ok, l'idée du mérite va s'incarner par l'intermédiaire d'une institution, l'école, jusqu'à un individu qui va être modelé par cette idée-là. Ça, c'est Durkheim, c'est du descendant. Il y a l'idée et il y a la réalité. Ok. Et vous avez un philosophe, alors c'est pas Margaret Mead, hein, l'anthropologue, c'est un philosophe qui va être un des pères du pragmatisme américain, d'où va naître la sociologie interactionniste de Chicago, sur laquelle je reviendrai. Regardez ce qu'il fait Mead. Mead, par nom de la société, mais des individus en tant qu'ils interagissent et parviennent, à travers l'imitation réciproque, à se représenter eux-mêmes sous forme de symboles langagiers. Le symbole n'est donc plus la représentation de la société, mais le produit d'un processus dynamique d'interaction par lequel se constitue l'expérience sociale que les individus font des autres et d'eux-mêmes. Ce processus est décrit par Mead au moyen de la métaphore du jeu. Les individus jouent à prendre tous les rôles sociaux disponibles en se représentant eux-mêmes sur la scène sociale selon des modalités diverses. Pour décrire ce processus, Mead recourt à une distinction féconde entre le soi et la personne. Le soi, c'est le retour de l'individu sur lui-même dans l'imitation du geste d'un autre individu, qui lui permet de tenir un rôle social parmi d'autres, formant ce que Mead appelle un moi. La personne qui se manifeste par la capacité à dire « je » est la synthèse de tous ces moi possibles, attestant de ce que l'individu participe à la totalité de l'expérience sociale. Je vais aller un petit peu plus vite, mais il est génial en fait ce texte. En fait, il dit que ça donc c'est toujours le même truc quoi. Qu'est-ce qui se passe du côté de la socio-américaine influencée par la philosophie pragmatique américaine? Ce qui se passe en fait, c'est que eux ils disent, les ados ils se disent bonjour de façon différente. Et à un moment, ça se stabilise. Et la société, elle vient de la stabilisation, en fait, de la réitération de ces bonjours donnés entre deux adolescents dans une cour d'école. Et si vous voulez comprendre ce que c'est que l'école, il va falloir aller chercher le soi derrière la personne. Vous avez vu ce qu'il dit sur le soi, le je. Le soi est le retour de l'individu sur lui-même dans l'imitation du geste d'un autre individu, qui lui permet de tenir un rôle social parmi d'autres. Ce qui va me permettre de passer à cette prochaine étape de ce stream, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, putain, je fais semblant que j'ai un plan, alors j'en sais rien du tout, quoi. En gros, dans la différence entre ces deux approches, vous avez soit vous partez de l'interaction et la société se crée dans l'interaction et elle a une certaine cohérence parce qu'il y a de la répétition et il y a de la conservation. Comment est-ce qu'on conserve? Eh ben parce qu'on imite ce qu'on croit être le bon. Et donc la répétition, elle va venir par là. Et donc à un moment, la société va se stabiliser. Ce qui veut dire que les deux ados qui se rencontrent dans la course, c'est pas genre un jour ils se mettent une patate, un jour ils se jettent des jeux vidéo sur la figure, un autre jour ils jouent au foot, un autre jour... Non, ça marche pas comme ça. Il y a une stabilisation par ce jeu, en fait, du retour réflexif sur soi. Et par le fait qu'on imite l'autre. Voilà, ça, c'est important. Et là, vous avez une dialectique entre l'individu et la société. Et donc, moi, dans ce qui m'intéresse aujourd'hui, qui est la question de la violence, la question, elle devient, est-ce que je peux penser la violence en allant regarder des interactions, ou est-ce qu'il faut que je pense la violence en regardant les statistiques de reproduction sociale à l'école? Elle est là, la question. Alors bien sûr que la réponse est un peu des deux, quoi. Mais c'était important un petit peu de revenir à ça. Vous voyez, cette différence entre les deux. Ok. Bon, je ne sais pas du tout si j'ai été... de toute façon, je ne peux pas avoir été clair. En revanche, j'espère que je vous ai... voilà, un peu initié à cette distinction qui peut exister entre ces deux approches. Et là, on la connaît un petit peu, l'approche française, quoi. C'est-à-dire que c'est une approche qui est très très importante et qui va nous permettre de comprendre les mécanismes de reproduction sociale, les incarnations. En fait, la question, c'est comment se crée un individu, quoi. Vous voyez, globalement, ils disent tous un peu la même chose et ils rejoignent tous une intuition qui a été corroborée par les neurosciences il y a assez peu de temps. Une enquête de Rizzoni et je sais plus quoi, sur les neurones miroirs. C'est-à-dire qu'en gros, pour quelqu'un comme Bourdieu, par exemple, il y a une incarnation des idées et du fonctionnement de la classe sociale dans les individus. Ok ? Et comme Bourdieu, c'est De Certeau qui dit ça, il est un petit peu emmerdé en fait parce que il sait pas trop comment ça se passe en fait. Comment est-ce que ce qu'il décrit du point de vue de la société peut s'incarner chez l'individu? Il invente un concept qui s'appelle l'habitus. L'habitus, structure structurée visant à devenir structure structurante. C'est quoi l'habitus? Bon, l'habitus, c'est tout simple en fait. Vous demandez à des gamins d'une petite campagne très pauvre, vous les mettez face à des tableaux et vous leur demandez, et donc vous les mettez face à un tableau du Tintoret, de Vinci, de Lorenzetti, tout ça, et vous leur dites, est-ce que ça vous plaît ce tableau?
eh ben, les gamins, honnêtement, bah, ça, j'ai vécu l'expérience, ils vont vous parler du savoir-faire, du fait que les mains, elles sont bien dessinées, que la lumière, ça a l'air classe, que ça semble réaliste et tout. Et ils seront vraiment impressionnés par ça, hein. On se fait des idées sur ça. Les petits gamins de la campagne, ils vous disent pas, ouais, c'est de la merde. Non, non, non. Ils disent, ouais, c'est classe, etc. C'est joli, c'est bien dessiné. Mais bon, c'est vrai que vous les mettez face à un tableau de Pollock, ils comprennent pas, quoi. Vraiment, ça les laisse complètement à l'extérieur, quoi. Ce type qui danse autour de son tableau, avec ses techniques de drifting et tout, etc. Après, vous demandez à des petits gamins bourges qui ont du coup un habitus d'une autre classe sociale, ce qu'ils vont penser d'un tableau de Picasso, et ils vont vous dire, ouais, le gars, il arrive à peindre de profil et de face en même temps, c'est intéressant, tout ça, etc. C'est ça l'habitus. Comment est-ce que votre rapport, la modalité de votre rapport au monde a été dictée en fait par des codes de votre univers social, quoi. Ouais, bah, moi non plus, hein. Moi je suis d'accord, j'ai toujours été d'accord avec mes gamins à l'époque où j'étais prof, hein. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, ça veut dire que là vous avez deux habitus différents, deux modalités de rapport au monde différents. Et si vous fouillez un petit peu le sens pratique et vous essayez de comprendre comment Deleuze il définit, comment Bourdieu il définit l'individu, bah en gros vous allez vous rendre compte qu'il parle d'imitation, quoi, d'infusion en fait. Il est très abstrait par rapport à ça. Et là, du côté des neurosciences, c'est dommage que la psychologie et la sociologie se crachent sur la gueule en France, parce que il y a des interprétations très, enfin, il y a eu des enquêtes très intéressantes, notamment du côté des neurones miroirs. Si jamais je lève la main devant quelqu'un, c'est les neurones qui auraient été activés s'il avait lui-même à lever la main de la même façon que moi sont activés, puis le signal est bloqué directement à la suite, quoi. Et donc pour ces chercheurs-là, l'apprentissage de l'enfant, par exemple, l'enfant qui va voir sa sœur marcher face à lui, le bébé qui va voir sa sœur marcher face à lui, l'intégralité des neurones qui auraient été activés s'il avait eu lui-même à marcher sont activés. Et c'est par l'activation répétée en fait de ces neurones-là qui finit par se représenter, puis par être capable d'activer en fait les circuits neuronaux de la marche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire la question de l'imitation, elle est plutôt reconnue dans pas mal du côté de pas mal de chercheurs en neurosciences. Durkheim parlait de la gratification-sanction pour parler de l'évolution d'un individu. Bourdieu, il parle de l'imprégnation par la classe sociale dans la construction d'un habitus. Jean Piaget, qui est ouais, voilà, c'est ça, le mimétisme neuronal, Zippo. Jean Piaget, qui est le pionnier, en fait, dans la question de la psychologie du développement de l'enfant, il parlera du franchissement des stades de compétences et de l'influence, en fait, d'autrui, quoi. Bon, vous voyez, on est un petit peu dans ces mêmes modèles, quoi. Donc, l'individu dans sa construction. Mais alors, la question de l'imprégnation, en fait, de la société. Parce que finalement, les psychologues, ils se le rajoutent juste en disant s'il y a une rigidification du côté d'un stade de compétence, donc si l'enfant a, et les psychologues cognitifs appellent ça retard, et ben, ça peut s'expliquer par son environnement social, un accident de la route a pu provoquer. Moi, mon petit garçon a convulsé, par exemple, suite à une méningite. Et du coup, il a eu un retard dans son acquisition de la marche, ce qui peut s'expliquer, et ce que les psychologues cognitifs et les pédiatres vont intégrer comme étant l'environnement social. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ok, ils sont un peu d'accord sur la question de la place du mimétisme du côté de l'individu. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne à un groupe. Ça veut dire, en gros, cette dialectique entre la société et l'individu. Est-ce que l'individu
いいか。じゃあまず自己紹介して。あ。よろしくね。西宮さんって日本語喋れるの？もう、なおちゃん言い方。はあ、なんて呼ばれてるの？とりゃー！翔ちゃんか。石田と一緒じゃん。翔ちゃんだって。いいですね。はあ？よくねえわ。今から言うところ書いとけ。20ページから25ページと32ページの練習問題。次の小テストの範囲だから。ノート貸してみ。まず視点、文字の通り力を支える点な。次、力を抑えるところが力点。重りを下げたり置いたりするところが作用点。てこはこの3つの位置によって3種類に。じゃあ、もう一回。これ合唱コンやばくない？負け戦じゃん？ Ouais, voilà. Vous avez la première mise en place un petit peu de tout ça, quoi. Ça veut dire, en fait, qu'est-ce qui va m'intéresser là-dedans? Vous allez avoir deux moments de violence. L'arrivée de cette jeune fille, bon, le rôle catastrophique des adultes et le fait que cette jeune fille va pas pouvoir s'intégrer dans les échanges adolescents et dans la syntaxe du groupe adolescent. Je suis d'accord avec toi, Flore, ils sont sans doute à l'école primaire là, mais moi je trouve que on est face à des enfants de 5e, c'est-à-dire en gros comment on va avoir, et ça c'est des mécanismes de puberté et d'adolescence, des logiques interindividuelles qui vont donner place à des logiques de groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Comment est-ce qu'il naît à l'adolescence? Et ça va être sur ça que je vais revenir en mobilisant ma nouvelle, une nouvelle référence. Et c'est une référence à un critique littéraire qui va devenir une espèce d'anthropologue qui s'appelle René Girard. Ouais, c'est des choses que j'ai déjà dit, ça. Hein. Là, je reprends des choses que j'ai déjà dit. En fait, ce qui est en jeu ici, c'est que je vais essayer de le faire tranquille. Pour moi, vous avez justement deux moments de harcèlement qui valident en fait les deux points de vue de la sociologie durkheimienne d'un côté et d'une sociologie plus interactionniste. Et je vais aller chercher les catégories du côté de René Girard. C'est-à-dire que là, vous avez cette jeune fille qui arrive.
et vous allez avoir une incapacité en fait d'intégration dans les dynamiques de groupe. Elle est tout le temps en décalage avec son cahier, donc du coup elle demande aux autres filles de répéter des blagues, mais c'est pas possible. Elle est en décalage vis-à-vis de l'idée de compétition qu'on se fait en Angleterre de l'école et qu'on force les gamins à intégrer. Et donc du coup vous avez vu, la chorale va perdre. Nao, elle a de plus en plus de mal à écrire ses devoirs parce qu'elle doit écrire pour l'autre. Donc il va y avoir un rejet purement classiste de cette jeune fille et un harcèlement de cette jeune malentendante. Ça va être le premier temps. Et là, la sociologie durkheimienne, elle est nickel en fait pour penser ça. Vous avez une forme de violence qui passe par l'intégration de schémas sociaux qui s'actualisent dans des rites, en l'occurrence des différents rites sociaux, l'arrivée du nouvel élève à l'école, les cours de chant, tout ça c'est autant de rites dans lesquels s'actualisent des mécanismes structurels qui sont transcendants quoi, et qui sont là en l'occurrence le classisme. Et là maintenant, donc à un moment ils vont aller trop loin en fait, ils vont lui arracher c'est à partir de ce moment-là. Il va y avoir ce moment où ils vont commencer à aller trop loin. Et je voudrais que vous voyez comment il va y avoir un nouveau bouc émissaire qui va être mis en place et on va essayer de mobiliser une autre sociologie que la sociologie durkheimienne pour le comprendre. Nani? どいて。邪魔。この人何やってんの？帰ろうぜ。嘘つけ！文句あんなら言えよ！はぁ？話せよ！キモいんだけど！西宮さん面白い。将来赤くなってんじゃん。なってねえわ！行こうぜ。Regardez le flash forward. マジかよ、西宮さん。 Soyez attentifs au flash forward. これはやばいな。うわぁ。じゃあな、翔也。また明 Flash 日。 forward. Il est génial ce film d'animation dans sa construction. 今日は皆さんにお話ししたいことがあります。今日お休みしている西宮翔子さんのことです。実は昨日、西宮さんのお母さんから電話がありました。西宮さんの補聴器がこの5ヶ月で8個も紛失、または故障している。学校でいじめられているのではないかと。この中で西宮さんに対するいじめやそれに近い嫌がらせを目撃した人はいませんか？補聴器は一つ一つがとても高価なものだそうです。これ以上お父さんお母さんに迷惑がかかる前に。石田。なあ、お前だろうが。早く食べようら！はい。上野、隣で見ててどうだった？ちょっと、からかってた的なことはあったかも。島田は？まあ、一応、僕もやめとけとは言ったんですけどね。翔也聞かなかったし。島田、お前も一緒にやってたじゃん！女子なんてすげえ悪口言ってたでしょ。ねえ、特に上野と河合が。は？ひどい。私、そんなことしないよ。どうして？ Bon, la petite bourgeoise, ça va, elle va s'en sortir, quoi. ひどいよ。なんで？
Ok, on retourne sur la sociologie qu'on a posée tout à l'heure. Parce que là, c'est important. Il y a un garçon qui s'appelle René Girard, qui était du coup, je vais mettre en place une autre sociologie, qui était un critique littéraire, qui est très connu dans les facs de lettres, mensonges romantiques et vérités romanesques, des trucs comme ça, quoi. Bon, c'est pas... Mais bon, en gros, ce gars-là, c'est un spécialiste du repérage de triangles amoureux chez Proust et du côté des romans romantiques français. Et en fait, il a des potes qui lui disent, dans les années 50, vas-y, ce que tu dis sur ton modèle de triangle de relations, va lire des anthropologues, etc. Bon. Donc René Girard, c'est un anthropologue en chambre, hein, il n'est jamais allé sur le terrain, mais il a lu les anthropologues et il a mis en place une espèce de schéma. Je vais essayer de vous le faire très très vite et tout, parce que si ce schéma, je le trouve assez à côté de la plaque, en revanche, il est pertinent pour penser le mécanisme qu'il met en place, qui est celui du bouc émissaire. Ça y est, vous voyez, je rentre dans la violence, là. C'est parti, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de définir ces deux dialectiques qui existaient, quoi. Est-ce que s'incarnent à l'échelle des interactions et des individus des idées sociales, ou est-ce que la société, elle se crée à partir des interactions sociales? Et c'est fondamental si on veut penser la violence. Vous allez voir. Deux gamins à la crèche qui veulent tous les deux la même petite voiture rouge. Le gamin A, le gamin B, la petite voiture rouge C. Le gamin A pense que l'objet C appartient à B. L'objet C pourrait appartenir à B. L'objet C appartient à B. Dans chacun de ces cas, la jouissance de l'objet C par l'individu A est perturbée par la présence de l'individu B, mais elle est aussi rendue possible par la présence de l'individu B. Pour René Girard, on imite le désir de l'autre. On ne veut pas parce que la petite voiture rouge parce qu'on la veut parce qu'on croit que l'autre en jouit. Voilà, bon, ça c'est l'idée de base un petit peu de ce schéma-là, quoi. Ça veut dire qu'en gros, on apprend comme ça, en fait. Une série de triangles se met en place et vous allez avoir ces jeux d'imitation de désir. Et en fait, ce que dit René Girard, c'est que vous allez avoir en même temps une hausse de l'intensité des tensions à l'intérieur du triangle, et vous allez avoir des fights, des rivalités, des remises en question de la cohérence des groupes. Alors là, c'est comme ça que je répondais à Fonflore tout à l'heure, c'est que moi, ma petite fille, hein, pour l'instant, elle a surtout des rapports avec d'autres enfants, quoi. Elle n'est pas intégrée dans un groupe, quoi. Ça, pour moi, ça vient vraiment à partir de la 5e, 4e, avec la puberté, où on commence à être intégré dans des groupes, quoi, où le groupe fonctionne. Et là, c'est ce que vous allez avoir, en fait. Vous ne l'avez pas au début, quoi. Vous avez un groupe de fête de garçons parce qu'ils ont joué ensemble, le groupe des filles, le décalage de puberté entre les deux. La fille, vous avez vu sur le passage clouté, elle regarde le garçon de façon un petit peu amoureuse, alors que le garçon, lui, il n'est pas croisé par ce sentiment-là encore, quoi. Donc il y a ce petit décalage de puberté, et vous allez avoir cette dynamique de groupe interne qui va se mettre en place, et la menace de l'intégrité de ce groupe-là. Et même, j'ai envie de dire que le groupe, vous l'avez vraiment vu naître dans la scène de dénonciation du héros. Et c'est ça qui me paraît important. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un bouc émissaire? Donc, bouc émissaire, c'est la traduction de bouc pour Azazel, et c'est une tradition de rite qu'on a pu retrouver. C'est assez rare de trouver des rites aussi traditionnels dans des traces écrites, mais c'est le cas avec l'Ancien Testament, quoi. C'est-à-dire que dans le livre du Lévitique, il y a la description du rite de la capoeirate. Qu'est-ce que c'est le rite de la capoeirate? Vous êtes dans une tente. Vous allez reproduire la transmission des tables de la loi par Dieu à Moïse. Et pour pouvoir reproduire cet espace-là et donc renouveler l'alliance du peuple d'Israël, il faut qu'il n'y ait aucune impureté à l'intérieur de la tente. Donc,
on se débrouille pour que soient rassemblées toutes les impuretés sur le drap qu'on a posé sur un bouc qui est présent dans la tente, puis on exclut le bouc qui désormais porte tous les péchés du peuple d'Israël jusqu'à l'entrée du désert, on le jette pour les amateurs de l'attaque des titans, ça doit vous dire quelque chose cette scène, on les jette dans les rochers, en général ils se cassent une patte et ils vont mourir un petit peu plus loin dans le désert, et donc apporter avec eux ce lot-là, et donc il y a une espèce d'exorcisme du péché du groupe par cet intermédiaire-là. Ça c'est le principe du bouc émissaire. Et la question que pose René Girard sur cette question de la violence, c'est est-ce que l'individu qui est désigné comme bouc émissaire du groupe est coupable? Non. Ça, il faut être chrétien, en fait, pour penser qu'il y a une quelconque culpabilité de l'individu bouc émissaire. Enfin, en tout cas, par rapport au groupe, ou plus que le groupe, etc. Et deuxièmement, même si c'est toujours la question que l'enfant qui subit un harcèlement finit par poser. Qu'est-ce que j'ai fait? De quoi suis-je coupable? Et deuxièmement, est-ce qu'il est choisi au hasard? Et alors, ce qui est intéressant avec René Girard, c'est qu'il dit non, c'est pas choisi au hasard. C'est-à-dire qu'il va y avoir un lien, ok, entre, d'un côté, je sais pas, par exemple, s'il s'agit d'un bouc émissaire suite à un défaut de quelqu'un qui essaye de prendre trop le pouvoir, quoi, bah, on va peut-être prendre le plus gros des boucs. Vous voyez, en gros, pour lui, il y a un lien entre l'objet ou l'animal ou l'individu qui est désigné comme bouc émissaire et l'enjeu des tensions qui naissent à l'intérieur d'un groupe. C'est-à-dire que pour René Girard, vous allez avoir, par ce mécanisme d'identification et d'imitation du désir de l'autre, des tensions qui vont naître, et il va falloir incarner cette tension dans un individu et l'exclure du groupe pour que l'individu retrouve une paix temporaire. Et pour René Girard, c'est de la régulation de la violence. Moi, j'avais un groupe, par exemple, d'adolescents à l'époque où j'étais prof au collège, enfin, c'était des adolescents que j'ai suivis au voyage en Angleterre, où ce groupe reposait autour d'un triangle, d'une jeune fille très populaire dans la cour de récréation, et de deux garçons, tous les deux amoureux de la jeune fille. L'un est un peu le clown, et l'autre, c'est le capitaine de l'équipe de football américain. Enfin bref, c'était BG, quoi. Et du coup, vous allez avoir cette tension, parce qu'il ne s'agissait pas que l'un ou l'autre des garçons se déclare auprès de la jeune fille, sinon le groupe explosait. Et donc, qui est-ce qui a été élu, choisi comme bouc émissaire et qui va être viré du groupe puis harcelé? C'est le garçon qui, lui, avait l'habitude de se délivrer un peu facilement, qui était très tactile, et donc c'est Jessie qui va se faire virer du groupe, quoi, parce qu'il incarne quelque chose qui, s'il avait été réalisé, aurait fait exploser l'unité du groupe, qui reposait sur le fait que aucun de ces deux adolescents n'allait se déclarer envers sa jeune fille. Vous voyez, pour vous donner un exemple concret, c'est comme ça que fonctionne un bouc émissaire. Vous avez donc des logiques, en fait, de groupe en espace restreint. Et ces logiques de groupe en espace restreint, elles régulent la violence qu'il peut y avoir entre elles. Et ici, vous avez la désignation du bouc émissaire, ce garçon-là, pour affirmer et en même temps sanctuariser la naissance du groupe sur le déni de culpabilité. Et on fait reposer la culpabilité sur cet individu, qui va devenir à son tour harcelé. Et là, vous avez quelque chose de l'ordre d'une dynamique de violence, en fait, en groupe restreint. Ça veut dire que dans la première partie, vous avez une intégration par les adolescents du classisme social, quoi, et un rejet de cette jeune fille en fonction de critères que vous pourriez retrouver si vous réfléchissez sur qu'est-ce que c'est l'école au Japon. Ça, c'est la première partie. Et là, on peut avoir une approche durkheimienne de ce qui se passe. C'est le classisme, en fait, quoi. Et dans la deuxième partie, là, cette fois-ci, on se retrouve dans un contexte qui est complètement différent. Ça veut dire que vous avez un groupe, et ce groupe-là, pour qu'il puisse continuer à exister, il a besoin d'exorciser la violence sur un individu qui va se faire exclure. Et là, vous voyez que si on veut comprendre quelque chose à ce qui se passe dans l'exclusion dans l'exclusion et la construction-destruction du groupe, il faut aller voir ce qui se passe dans les interactions et essayer de comprendre en fait comment s'est construit ce groupe-là, quoi, à l'échelle de l'interaction. Vous voyez, et là vous avez une position qui est plus goffmanienne, plus américaine, quoi. C'est ce que je voulais vous dire là, en fait. Vous avez deux approches différentes de la violence, quoi. Le sentiment de honte, par exemple,
il est durkheimien, si vous voulez vous l'approcher. Le sentiment de honte, alors c'est un exemple que cite Freud, c'est la seule fois où Freud il parle de honte à l'intérieur de ses écrits, c'est le moment où il explique que il était avec son père et quelqu'un a fait tomber le chapeau de son père en lui disant « ramasse-le, juif ». Et c'est comme ça que Freud, et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'il décrit la honte, et ensuite par la suite il peut pas l'intégrer dans son dispositif psychanalytique, quoi, parce que la honte c'est un sentiment social en fait, quoi, comme la vergogne ou l'honneur, comme l'explique Damien Bocquet dans ses écrits autour de l'histoire des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a ça, c'est durkheimien. Si vous voulez comprendre la honte, l'honneur ou la vergogne au Moyen Âge, ça c'est de l'intégration de la représentation sociale de soi. Ok, là vous avez, et ça c'est une forme de violence. C'est, j'ai souvent cité cet exemple-là dans mes streams, la jeune fille qui veut aller en seconde, et je lui dis que ça serait bien qu'elle aille en bac pro, elle pleure, parce que j'étais son prof principal, et la mère qui met la main sur l'épaule de sa jeune fille pour lui dire « l'école c'est pas pour nous ». Ça, c'est durkheimien, ça, comme violence. Vous le sentez? C'est vraiment l'intégration, l'incorporation par les individus de ces schémas de domination qui les surplombent, quoi. Ça, si vous voulez le comprendre, il faut être durkheimien, quoi. La vergogne, alors, je reprends cet exemple-là. En fait, ce chercheur médiéviste qui s'appelle Damien Bocquet travaille sur l'histoire des émotions. Et explique qu'a priori, il n'y a rien d'historique dans une émotion, quoi. On a peur, on tremble, le cœur s'affole et tout. A priori, c'est biologique, quoi, une émotion. Et lui, il dit... Non, on peut aborder les émotions en historien. On peut aborder les émotions en historien. Et donc, il va chercher un certain nombre... Alors, lui, c'est un spécialiste des moines. Donc, les moines, ils ont développé une espèce de discipline de l'émotion, quoi. Je les ai plus en tête, là, parce qu'il en cite plein, quoi. L'affliction, etc. Comment est-ce qu'on suscite cette émotion-là par le travail de l'écrit, notre rapport au Dieu, à la prière, et tout. Enfin, à Dieu, à la prière et tout. Il fait ça. Et il reprend, du coup, un certain nombre d'édifices médiévaux, quoi. Par exemple, le système de la honte et de l'honneur du côté des classes nobles, quoi. Le fait de perdre son nom, les remous qui agitent Roderick dans la pièce de Corneille le Cid au moment où il doit choisir entre éclater la tête du père de son aimé ou alors fuir avec cette fille pour pouvoir espérer la pécho, quoi. Vous avez dans ce dilemme cornélien quelque chose de l'ordre des structures sociales qui s'exprime du côté des individus, quoi. La honte est un sentiment social. Et si vous voulez, la vergogne, on l'a plus que dans l'expression sans vergogne, sans honte. La vergogne, c'est un rapport qui est très social au monde, quoi, et qui repose par un schéma d'honneur aristocratique, quoi. Et donc là, il faut être, si vous voulez comprendre la violence de ça, la violence du sentiment de honte d'être pauvre, vous voyez, ça, c'est qui ressort. Et donc là, c'est toutes les catégories de Bourdieu sur la domination symbolique, l'humiliation sociale, etc. Ça, là, il faut être durkheimien. Là, on a intégré de la violence dans nos corps. Mais si vous voulez penser d'autres formes de violence, notamment à l'intérieur des groupes restreints, eh ben, la sociologie américaine, elle est sans doute plus pertinente, quoi. Ouais, voilà, c'est la même origine. Merci, Zippo. Elle est sans doute plus... Zippo, elle dit honte en espagnol, c'est vergüenza. D'accord, bah ouais, voilà, on est là-dedans. Donc, vous voyez, ça, c'est des sentiments sociaux. Et ça, pour comprendre ces formes de violence-là, il faut être bourdieusien, il faut être durkheimien, il faut voir comment les structures de la société, les structures de domination, elles s'incarnent, quoi. Qu'est-ce que c'est que le paternalisme dans le comportement d'un adolescent aujourd'hui dans la cour de récré? Ça, il faut être durkheimien. Mais d'autres fois, ça vaut le coup d'être un peu plus goffmanien et d'être un peu plus... d'adopter les lunettes de la sociologie américaine, qui, elle, va définir... Je sais pas si je l'ai à nouveau, je vais vous le remettre à l'écran. Je crois que je l'avais là. Ce truc-là qu'on va peut-être mieux comprendre maintenant, quoi. Le symbole n'est donc plus la représentation de la société, mais le produit d'un processus dynamique d'interaction par lequel se constitue l'expérience sociale que les individus font des autres et d'eux-mêmes.
Ce processus est décrit par Mead, donc encore une fois, c'est pas Margaret Mead, c'est le philosophe Mead, qui est un philosophe pragmatiste américain, au moyen de la métaphore du jeu. Les individus jouent à prendre tous les rôles sociaux disponibles en représentant eux-mêmes sur la scène sociale selon des modalités diverses. Pour décrire ce processus, Mead recourt à une distinction féconde entre le soi et la personne. Le soi est le retour de l'individu sur lui-même dans l'imitation du geste d'un autre individu, qui lui permet de tenir un rôle social parmi d'autres. Vous avez vu la façon dont chacun s'est tenu une fois que le héros a été dénoncé par le prof, quoi. Formant ce que Mead appelle un moi. La personne qui se manifeste par la capacité à dire « je » est la synthèse de tous ces moi possibles, attestant de ce que l'individu participe à la totalité de l'expérience sociale. Vous voyez, pour moi, c'est ça qui était en jeu à l'intérieur. Merci d'avoir rappelé... Ouais, pour moi, ces approches sociologiques se complètent, ouais, assez largement. D'autant qu'en plus, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais Goffman, par exemple, se sert de Durkheim pour aller contredire Mead. Et donc, il y a toujours une présence un peu de ce cartésianisme-là. Je vais maintenant dans une autre direction. Je vais maintenant aller... Ça va? Oh, je suis désolé, hein, je suis un peu aride ce matin. Je vais quand même vous montrer... parce que je me rends compte que je suis un peu en avance sur le programme que j'ai pas. Je vais quand même vous montrer la suite du dessin animé et qu'on comprenne comment va passer cette décompensation-là. Je trouve que c'est important. Et notamment, la façon dont l'interaction va être récupérée aussi dans le modèle du don et contre-don macro japonais. Je vous laisse un petit peu regarder ces extraits-là. Et n'hésitez pas à poser des questions, je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. 本当にご迷惑をおかけしてしまって。はい、はい。失礼いたします。翔也、待ちなさい。翔也、先生から全部聞いたよ。ちょっと、なんであんたそんなに濡れてるのよ。うっせえな。いつもの飛び込みだよ。待ちなさい。誰かに迷惑かけてない？知らねえよ。先生の話、本当なの？ああ、本当だよ。あ、西宮さんとこ行くから、支度しなさい。翔ちゃん、帰るよ。明日からいい子にするんだよ。あれ？偉人と呼ばれている人たちはいろいろな苦労をしていた。何してんの？なあ、俺の机で何してんの？何やってたんだよ、気持ち悪い。またその顔。いいやつぶってんじゃねえよ。なんだよ、言いたいことあんなら言えよ。いつもわけわかんねえ顔しやがって。ムカついてんだろ。なあ、言えよ。
何すんだよ何なんだよ何何言ってんだよなんだよわかんねえよあいつマジムカつく西宮さんは転校しました。はいと。 Là, ce vide-là, ce vide, comment il s'exprime, quoi. Il est dur, ce film d'animation. Il est vraiment, vraiment dur, quoi. Il y a, là, si je reprends un petit peu mon fil, du coup, en fait, vous avez l'approche durkheimienne, elle vous permet de comprendre... c'est pour ça, Vulga disait qu'elle se complète, elle permet vachement de comprendre et d'avoir une réflexion sur ce qui se passe, sur les gouttes de sang qui perlent aux oreilles de la jeune femme qui est la maman du héros, quoi. C'est le don contre don que j'ai déjà pu expliquer, que je peux vous reprendre si vous voulez. Il y a des... je t'enverrai le lien, moi je vais vous envoyer le lien. Il y a au Japon un principe, alors il ne s'agit surtout pas d'exotiser le Japon, hein, ok, surtout pas quoi. Mais il y a un principe qu'on retrouve dans plusieurs animés autour du don contre don. Les clans sont des maîtresses de ça, quoi. Notamment dans l'interaction, dans le dialogue qui se noue entre les œuvres Tokyo Babylon et X de Clamp. C'est des mangas. C'est cette idée que j'ai souvent cité l'exemple de ma fille qui me fait une soirée pyjama. Je vais le reprendre cet exemple-là. Ma fille fait une soirée pyjama chez une amie. Le lendemain, je vais faire un cadeau. Si je donne un cadeau qui correspond exactement au service qui a été rendu, c'est comme si je déclarais je veux clore l'interaction entre nous deux. J'ai soldé la relation. Si vous donnez un cadeau qui est supérieur au service qui vous a été rendu, c'est de l'humiliation de l'autre, c'est très agressif et très impoli, très insolent, très éhonté. Et si... mais bon, c'est votre façon de vouloir écraser l'autre, quoi. Et si vous faites un cadeau qui est d'une valeur inférieure au service qui vous a été rendu, ça sous-entend... Je t'ai donné moins, mais c'est parce que je garde la chaîne de dette entre nous et j'accepte de rester en dette de toi. Et donc, sous-entendu, on invitera la petite copine à venir chez Roman la semaine d'après, quoi, pour une soirée pyjama. Et on garde ouverte cette chaîne de dons et contre-dons, qui est une chaîne de dette, en fait, quoi. Et le Gili, l'Onigiri, le don du démon, le Gili, en fait, évoque c'est une incarnation dans la langue et dans le système sémiologique social. Ça, il a vachement bien vu, Roland Barthes, de ce principe de la dette. Et derrière ça, vous avez ici, en revanche, de la pure violence, quoi. C'est-à-dire, elle arrache de façon symbolique, analogique, quoi, ces boucles d'oreilles pour faire écho au fait que les appareils auditifs avaient été arrachés et qu'il y a eu premier sang. Pour reprendre le terme des duellistes français aristocrates du XVIIe siècle. Il y a eu premier sang, du XIXe plutôt. Il y a eu premier sang. Et donc ça, là, c'est clairement en fait des structures sociales qui s'incarnent en fait dans des individus, quoi, qui s'en sont imprégnés, c'est leur habitus. C'est là, à ce niveau-là, la sociologie française, elle marche hyper bien pour comprendre cette violence-là, quoi. La violence du sentiment de honte, la violence du comment vous représentez socialement par rapport aux autres, quoi. Et la façon dont vous êtes assigné à identité, quoi. Vous êtes un pauvre, vous êtes un noir, vous êtes une femme. Ça, c'est des processus de domination, en fait, qui sont entièrement pensables, en fait, dans les catégories de la sociologie française. Mais la violence qui s'acharne et qui écrase le héros, elle n'est pas pensable dans ces catégories-là.
elle est pensable dans d'autres catégories. Il faut voir comment, en groupe restreint, quoi, vous avez une dynamique de pouvoir en groupe restreint qui va passer par ces mécanismes de désignation de bouc émissaire pour réguler la violence et empêcher en fait que le groupe implose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que assez profondément, c'est vers ça que je veux aller, quoi. Vous montrer en fait que vous avez une sociologie qui va vous permettre d'appréhender en fait ces dynamiques en groupe restreint, quoi. Oui, voilà. chacun ses rêves, Julia, quoi. Vous avez des dynamiques en fait de régulation de la violence, etc. Ce qui me permet d'aller vers la dernière partie de ce stream que je voulais vous proposer, quoi. Cette fois-ci, en fait, on va aller au bout en fait de l'intuition de Goffman pour essayer de comprendre ce qu'il appelle une institution totale. Ça va jusque là? C'est un peu bizarre. En plus, j'ai l'impression d'être fatigué, de flotter encore un peu au-dessus de tout ça, quoi. Mais j'espère que c'est un peu intéressant, enfin que ça permet de penser aussi des trucs, quoi. Voilà. Et on est toujours là dans le cadre du piqué, hein. Moi, je suis vraiment là pour être un soldat du piqué, quoi. Et que je trouvais qu'après avoir parlé d'inégalité des vies, c'était assez intéressant d'aller parler de violence, quoi. Je suis en train de préparer des choses autour de l'extrême pauvreté, et notamment, je vous ferai écouter comme ça, là, le sentiment de honte, comment il s'exprime, quoi. C'est à déchirer, quoi. Et c'est ce que je vous ai dit. Autant vous dire que l'exemple que j'ai pu vous donner, je l'avais déjà dit en stream, quoi, sur cette jeune fille à qui sa maman pose la main sur l'épaule en disant l'école c'est pas pour nous, quoi. Moi ça m'avait déchiré, en fait. Et voilà. Et ça, voilà, ça c'est Bourdieu, ça. Ça c'est Bourdieu-Durkheim. C'est cette filiation-là. Après, franchement, honnêtement, ces dynamiques plus souples, plus complexes, en fait, qui se passent sur les cyberharcèlements sur réseaux sociaux, des jeux de harcèlement moral et sexuel. Là, on est sur des dynamiques de groupe et il va falloir qu'on pense comment la société, elle naît dans l'interaction. Comment la société, elle se recrée à chaque interaction. Par les jeux d'intégration, une espèce parce que si vous lisez Goffman, des fois vous avez l'impression comme ça que c'est le chaos, quoi, une interaction, que dans la façon de se dire bonjour, il y avait l'intégralité de la société qui se redéfinissait, quoi. Bon, c'est pas tout à fait ça, et du coup, je vais fixer en allant dans une autre dynamique micro, qui est cette fois-ci la dynamique du dispositif. Prenez bien la différence entre la façon dont on définit une institution en France et aux États-Unis. Quand Durkheim ou Bourdieu, il parle d'institution, il parle de l'école, il parle etc. Et il parle de ce qui est susceptible en tant que sacré de s'incarner, croyance ou pas croyance, du côté du corps, de l'exis d'un individu. Ça, c'est l'institution française. Une institution aux États-Unis, c'est un espace clos restreint, un temps clos répétitif et un rapport à l'imaginaire, un rapport au monde et un rapport à autrui. Une institution, c'est un espace qui existe. C'est la caserne de Foucault, c'est l'asile, pour reprendre son terme, de Goffman, c'est les caves de jazz dans Outsiders de Howard Baker et tout. C'est ça, l'institution, ça existe, c'est concret. Et je voudrais vous montrer comment le dispositif qui anime la pulsation de l'institution, pris au sens d'un espace-temps restreint et clos, peut dire quelque chose aussi de la violence, quoi. Donc c'est la dernière partie de mon stream, et du coup, autant là je suis allé du côté de Silent Voice, là je vais aller, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai déjà utilisé cet exemple-là, je vais aller du côté de la télé-réalité. Je fais n'importe quoi encore. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, ça me fait triper, en fait, ces vidéos-là. Mais je dois être le seul à triper sur ces vidéos-là, quoi. Mais pour moi, il y a tout qui se dit là, en fait, quoi. Ok, petite intro sur la télé-réalité. Explication du dispositif de télé-réalité qu'on devrait faire en parallèle du dispositif de Battle Royale, hein, mais je vais peut-être pas vous infliger ça aujourd'hui, quoi. Alors, soit l'institution, c'est un lieu concret, un espace-temps fermé qui existe, quoi, c'est l'école, mais en comptant les murs. Tu vois, l'institution chez les Américains, par exemple. Regarde, je vais prendre l'école. Tu vois, Bourdieu, il va insister sur les chiffres de reproduction sociale, sur les mécanismes de reproduction, sur tout ça. Ok, ça c'est l'école dans la tradition française. L'école
si jamais vous lisez du Goffman ou du Becker, de la sociologie participative américaine, l'école, ça va être les enfants qui se garent à la récréation à la même place, le trajet qu'ils font à l'intérieur de l'établissement, quand ça sonne à midi, les directions de flux. Alors vous pouvez pas passer devant le bureau de la CPE, vous devez faire le tour par la cour et mettre vos sacs dans une salle appropriée, puis faire la queue au self selon des classes avec l'ordre des classes qui change chaque jour. Ça, c'est l'institution dans la sociologie américaine. Des déplacements contraints, une somme de déplacements contraints, un règlement intérieur, des sas d'entrée, des interactions précises suivant les heures et tout. Ça, c'est l'institution chez les Américains. C'est l'espace-temps concret, quoi. Ok ? Et donc, du coup, vous voyez que dans cette rythmicité-là, vous avez aussi la définition d'institution dans la philosophie de Foucault, qui est, selon les termes de Deleuze, une microphysique du pouvoir. C'est ça que je veux vous dire. Je voudrais vous initier exactement. Mais une fourmilière, tu vois, avec, il y a quand même, il y a une syntaxe, il y a une grammaire des mouvements dans la fourmilière, quoi. C'est ça qui compte aussi, quoi. C'est pas le chaos, en fait. C'est pas le chaos, c'est le dispositif. Et donc, c'est ce que vous avez ici dans la socio américaine ou dans la socio de quelqu'un comme Foucault, par exemple, quoi. Il faut envisager ces espaces-temps concrets-là. Et moi, je vais vous montrer comment ils fonctionnent dans un espace qui peut un peu. Exactement. Allez, pourquoi pas. C'est ça, quoi. Après, il faut que tu rajoutes le règlement intérieur, etc., les trajectoires et tout, quoi. Il y a la définition du dispositif est très humaine, en revanche. Alors que chez Deleuze, par exemple, Deleuze, il décrit le surfeur comme il décrirait l'oiseau et tout, etc. Là, on n'est pas dans cette philosophie vitaliste-là. Là, je suis dans des philosophies qui pensent l'humain, quand même, quoi. Donc, tu peux utiliser le vol des tourneaux que comme métaphore, alors que Deleuze, par exemple, lui, il l'utiliserait au sens propre, quoi. Oui, c'est ça. Des actes, des dogmes, des règlements intérieurs plutôt. Tu sais, des règlements intérieurs. C'est plutôt, c'est pas l'espace de la loi, c'est l'espace de la jurisprudence et du règlement intérieur. D'ailleurs, c'est pas étonnant que le droit français vulgare, ça serait intéressant qu'on ait cette discussion, ça. Hein. Le droit français, c'est quand même 80% de lois qui sont dessinées, qui s'incarnent dans des situations, qu'on fait s'incarner dans des situations, alors que le droit américain, il repose avant tout sur la jurisprudence. Et là, vous avez honnêtement quelque chose de fondamental et différent entre la France et les États-Unis, et aussi que vous retrouvez dans la différence entre la sociologie française et la sociologie américaine, quoi. La sociologie française qui va voir comment des idées s'incarnent dans la répétition d'actes qu'elle va appeler des rites, la sociologie américaine qui va vous expliquer que des interactions naissent une répétition qui va forger la stabilité d'une société, mais que la société continue à se définir par rapport au dispositif, donc en gros à la façon dont les interactions ils sont situées dans le monde. C'est ça un dispositif. Et là vous avez un dispositif particulier qui est en plus mis en spectacle, qui est celui de la télé-réalité. Je voudrais vous faire rentrer là-dedans. Comment ça fonctionne, ce dispositif-là? Alors celui-là, il est spectaculaire dans sa représentation du pouvoir, quoi. Mais pensez que la télé-réalité telle qu'elle est vécue par cette ancienne candidate, Morgane Anselme, qui parle 7 ans après que sa clause de confidentialité soit fermée, et pensez à ce qui se passe dans un hôpital psychiatrique, dans un lieu d'entreprise, dans une école, etc. Vous voyez, c'est ça, quoi. The Office. J'aurais pu prendre The Office. Bon, je vais plutôt aller dans ce truc-là, parce que je l'aime bien, cet exemple-là, parce qu'il dit quelque chose de ce que peut être une institution semi-totale. Et je voudrais revenir sur le contexte de l'institution semi-totale. Ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir une différence. Je vais essayer d'évoluer dans ce discours-là. Pour l'instant, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir de la violence qui va naître dans la façon dont un groupe restreint, il essaye de retrouver son champ de cohérence. C'est ce que je vous ai dicté, enfin, ce que j'ai essayé de préciser avec le principe du bouc émissaire chez René Girard. Maintenant, je vais vous donner une autre façon de construire de la violence, c'est-à-dire qu'en allant voir dans quel espace-temps s'actualisent et se définissent les interactions. Et du coup, je vais aller pas dans le monde du travail, pas dans le monde de la crèche, pas dans celui de l'école, pas dans celui de la caserne, de la marine marchande, etc. Je vais aller dans cet espace-là pour prendre un exemple, qui est celui de la télé-réalité. Mais je vais vous jeter dedans et j'espère que ça va paraître limpide, que cet exemple-là, il est drôlement spectaculaire. C'est parti. L'entrée dans la télé-réalité par Morgane Anselme. D'accord ? Hop, on y va. Quel moment ? Donc on est quand même payé 322 € par semaine, jusqu'à la fin.
Ensuite, le temps passe et à un moment donné, on m'explique que une semaine avant le début de l'émission, je serai placée en isolement dans un hôtel avec un agent de sécurité qui me gardera 24 heures sur 24 parce que, soi-disant, tous les ans, il y a des paparazzis qui traquent la production pour prendre des photos des candidats et les balancer dans la presse People et que si jamais notre nom ou notre photo sort dans la presse People avant, on fait pas l'émission. Et donc concrètement, on nous met dans une chambre d'hôtel, on nous prend notre téléphone, notre portefeuille et on fouille nos valises. Mais quand je dis fouiller, c'est que c'est une enquête du KGB, le truc. Moi, la nana, elle a déplié tous mes vêtements un par un, elle a démonté mon étui à lunettes, elle a démonté la doublure de ma valise, et elle a passé tous mes produits de beauté devant une lumière blanche pour voir si j'avais rien caché dans ma crème de jour ou quoi. Donc bref, un truc de ouf. Et on doit donner notre sac à main avec nos clés pour les mettre dans une boîte d'objets qu'on récupère à la sortie, comme quand on va en prison. Pendant ces 3 jours, on a quelques rendez-vous, genre aller signer les contrats. Alors ça aussi c'est marrant parce que on nous les fait signer en nous mettant la pression pour qu'on fasse vite et pour qu'on lise pas en détail. Moi c'était dans une voiture, le producteur il est arrivé, il m'a tendu une pile de papier comme ça et il m'a dit vite vite dépêche-toi, il y a des paparazzis dans le coin, fais vite Morgane et tout. Donc j'ai lu le règlement du jeu comme je pouvais et puis je lui ai rendu les papiers signés parce que de toute façon je pouvais pas faire autrement. Et pendant ces 3 jours, on n'a pas le droit de regarder la télé ni des films et surtout notre garde attitré doit être du même sexe que nous parce que cette personne doit rester avec nous en permanence. Donc quand on va aux toilettes, on n'a pas le droit de fermer la porte et quand on prend notre douche, cette personne nous regarde, soi-disant pour pas qu'on se suicide. Mais c'est génial, hein. C'est vraiment, c'est à l'état brut, quoi. Bien sûr que tout est caricaturé, mais je trouve que c'est vraiment l'hystérisation, l'hypertrophie de ce qui se passe dans notre monde. À votre avis, pourquoi? Pour quelle raison, quoi? Mais c'est quoi la vraie raison? Bah, c'est la mise en crise de la pudeur, quoi. C'est le sas d'entrée, en fait. C'est la redéfinition de votre self. Vous voyez, l'intuition, je vais vous lire Goffman sur ça, parce qu'il est génial quand il parle de ça. Il faut que je le retrouve. Hein. Je vais essayer de vous lire ça, de la part de Goffman. Et, alors, il est où pour Goffman. Regardez ce que dit Goffman. Les rôles que jouent les individus importent peu. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des rôles. Et que chacun joue... Non, c'est... Ah, ouais, plus que ce que dit Zippo, je pense. Hein. C'est que ce qui compte, c'est qu'il y ait des rôles et que chacun joue son rôle pour que l'ensemble de la scène prenne sens. Goffman va très loin dans la compréhension du concept durkheimien de sacré. Le sacré est ce qui vient stabiliser un courant de force sociale qui sans lui serait un pur délire, en établissant une première distinction entre ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Lorsque Goffman affirme que la personne est sacrée, c'est au sens où, bien qu'elle n'ait en elle-même aucun sens, elle en acquiert un dans le jeu des relations sociales qui lui accorde le respect. Formulons cette idée dans le langage durkheimien de la représentation. Il pourrait n'y avoir rien derrière la personne, elle pourrait être une pure représentation sans aucun objet représenté, les moments où les hommes apparaissent anormaux, etc., etc. Sauf que là, il y a un truc, c'est que vous avez un corps. Et la sociologie américaine, c'est aussi la revanche du corps. Vous avez un corps qui est humilié, vous avez un corps qui est martyrisé, vous avez un corps qu'on va mettre sous électrode dans les asiles, vous avez un corps qu'on va mettre sans la lumière dans les prisons, vous avez un corps qui va avoir faim, qui va avoir froid, qui va saigner, quoi. Alors là, c'est de la télé-réalité, on va juste parler d'hygiène et du fait qu'ils aient plus de rapport d'espace-temps, quoi. Hein, toute proportion gardée, quoi. Ça va, c'est quand même faut pas déconner, quoi. Mais le mécanisme est quand même là. Le mécanisme est quand même là. Vous allez avoir ici une mise en crise du self, une mise en crise de la personne qu'on présentait au monde, une mise en crise de ce que Goffman appelle la face. Vous allez avoir un rite de la face inversée. Et derrière la face, il y a le corps. Et on va mettre ce corps nu, et on va mettre un regard dessus. Et c'est ça qui va compter, quoi. J'avance je vous la laisse, je la laisse parler un petit peu et tout, etc. Parce que je trouve qu'elle cartonne en plus parce qu'elle explique bien le mécanisme. J'espère que vous voyez où je veux en venir par rapport à la violence et comment là on passe de l'interaction au cadre qui intègre l'interaction, c'est-à-dire les lieux, les regards, etc. Au passage, il y a une pièce de Marivaux qui s'appelle La Jalousie, dans laquelle vous avez un jeune homme et une jeune femme qui n'ont jamais vu d'autres humains et qui ont juste été nourris par une nourrice qu'on fait se rencontrer pour la première fois dans un dispositif très particulier où il y a une palissade tout autour de la scène et il y a la cour du roi qui regarde. Franchement, c'est pas une télé-réalité, ça. Et la pulsion scopique, en fait, du regard, la mise en spectacle du dispositif de pouvoir et de violence de notre société. Ouais, grave. Je vais vous le mettre.
Et après, il y a une personne de la production qui m'a avoué que en fait c'était pour nous habituer à obéir, à perdre notre intimité et surtout pour qu'on soit comme des lions qui sortent de cage quand on commence l'émission. Le jour du premier prime arrive, le 8 juillet 2011. On nous amène dans des loges individuelles le matin avec un garde devant chaque porte et on attend. À un moment, on est venu me chercher, on m'a mis dans une voiture avec un casque sur les oreilles et le chauffeur m'a amené devant les portes de la maison des secrets. Je rentre dans le sas, il y a Benjamin Castaldi qui me parle et ensuite, piou, les portes s'ouvrent et là, ça commence. Et moi, je croyais qu'en fait le plus dur c'était avant et qu'une fois arrivé dans la maison des secrets, le jeu pourrait suivre son cours librement et que on pourrait vivre normalement. Et en fait non. Pas du tout. Parce que à partir du moment où on est dans la maison et où les portes se referment, la production change complètement de visage avec nous. Complètement. Ce qui m'amène à la question de comment ça se passe à l'intérieur. Et ça, c'est peut-être un des secrets les mieux gardés de la télé-réalité parce que entre ce que les gens voient et ce qui se passe à l'intérieur, il y a un précipice. Et en gros, la production cherche à nous pousser à bout tout le temps. Déjà, on avait reçu des consignes pour faire nos valises. Pas le droit de prendre des jeux de société ni de cartes à jouer, aucun objet électrique, pas le droit aux médicaments sauf pilules et ventoline parce que soi-disant le médecin de la production nous enverrait ce dont on aurait besoin. Et évidemment à l'intérieur, pas de télé, pas d'internet, pas de radio, pas de téléphone, pas de film, pas le droit d'avoir de quoi lire, pas le droit d'avoir de quoi écrire. En gros, rien qui puisse nous permettre de nous évader psychologiquement parce qu'ils veulent qu'on soit tout le temps sous pression, qu'on reste sous pression. Ce qui m'amène à la question 4, est-ce qu'il y a de la drogue dans la maison? Alors dans ma saison c'était impossible. Avouez, vous kiffez. Ouais, non, c'est l'enfer. C'est l'enfer, mais c'est intéressant. Hein. Donc, vous voyez, première donnée, là, c'est ce que. C'est en fait la cérémonie d'initiation. C'est le SAS. Vous voyez, le SAS. Vous entrez dans ce que Durkheim appelle une institution totale, que je vais vous définir là, dans les termes de Durkheim quasiment, quoi. Une institution totale, je voulais garder exprès. Goffman, pardon, voilà, Goffman. Goffman participe, alors ça n'existe pas, hein, la sociologie interactionniste de Chicago et tous des auteurs qui sont très différents, mais qui entretiennent entre eux un certain nombre de rapports, et notamment méthodologiques, et c'est l'observation participante. Une institution totale. Alors regardez comment ça fonctionne là. Oui, voilà. Mais alors Goffman, il cite plusieurs exemples qu'on n'a plus aujourd'hui. Lui, il cite le couvent, l'école, les foyers de placement, il cite la marine marchande. Vous voyez, c'est assez intéressant. Et c'est des trucs qui seront repris d'ailleurs pas mal par Foucault, hein, notamment dans Surveiller et punir, où il reparle de ça, quoi. Alors regardez, une institution totale est ce concept idéal typique construit par Erving Goffman à partir des hôpitaux psychiatriques, mais étendu à 5 groupes d'institutions. Les prisons, les hôpitaux, les casernes, les foyers pour indigents, les monastères. Pour désigner, alors, terme de Goffman, un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées, etc., etc. Et bon, dans la méthodo, Goffman, lui, il va dans un asile et il va donner la parole à ceux qu'il appelle les reclus. C'est ça le but du jeu. Alors après, Goffman, il est limite au niveau de méthodo parce qu'il a investi trop d'émotions dans cette enquête, dans la mesure où sa femme avait été détruite par un asile, quoi, et il voulait avant tout montrer que c'était une machine à broyer. Et là, on lui disait, bah attends, l'interaction ou la machine qui broie, quoi. Genre, t'aurais pas été un peu trop durkheimien, là, dans ton rapport avec l'asile, et donc on lui a reproché un petit peu dans ce bouquin. Mais pour ceux que ça intéresse, je parlerai de ce livre qui est un monument de l'histoire de la sociologie, mais peut-être ça je sais pas si je vais avancer là pour ça. On va retourner sur la télé-réalité parce que je partirai trop loin. Non, ce qui est important là, c'est la définition de ce dispositif-là. Et c'est ça qui m'intéresse, la réécriture totale du self. La réécriture totale d'un rapport au monde, d'une modalité de rapport au monde. Vous allez voir, je vais vous donner plusieurs exemples à partir de ce que peut dire Morgan Anselm sur cette réécriture du self. Donc on est d'accord, c'est le masque d'inscription d'individus dans des rapports sociaux. Hein. C'est ça le self, quoi, des représentations de soi. Alors c'est parti. On annonçait qu'on avait 30 minutes d'eau chaude par jour pour se doucher, sachant qu'on était 18 et qu'on avait que 2 douches collectives, donc ça fait même pas 2 minutes d'eau chaude par personne. Ce qu'on faisait, c'est qu'on était obligé de se mettre à 4 ou 5 sous le pommeau et de se rincer à tour de rôle en fait pour prendre notre douche. Et du coup, il y avait des gens qui se lavaient pas et qui se trempaient dans la piscine pour se rincer le matin.
C'est pas très hygiénique, hein, mais de toute façon, notre hygiène, c'est pas la priorité de la prod. Leur priorité, c'est avoir des images et faire du buzz. Le reste, c'est secondaire. C'est pour ça qu'ils nous donnent pas non plus de quoi faire le ménage correctement. On n'a pas d'aspirateur. Le rapport au corps, le rapport à l'hygiène. Ils ont coupé le bruit de nos micros pendant 1 minute. Les seuls moments où on avait un aspirateur, c'était pendant le sexy ménage, où il fallait qu'on nettoie la maison en tenue de soubrette ou en sous-vêtements. Une fois, j'ai fait une crise d'asthme à cause de la poussière. Vous voyez comment on a besoin des deux sociologies, en fait, pour pouvoir essayer de penser ça, quoi. Là, ce qu'elle vient de dire sur les tenues de soubrette, là, c'est l'incarnation du patriarcat. De la même façon que le rejet de la malentendante, c'était une intégration du classisme. Donc là, pour penser cette violence-là, de ce que ça implique de mettre des candidates de la télé-réalité en pensée de soubrette, faut être dur qu'émien. Il y a quelque chose de l'ordre du patriarcat sexiste qui s'incarne là-dedans. En revanche, le rapport au corps et à l'hygiène, il faut faire une microphysique du pouvoir. Il faut plus être au niveau molaire, il faut être au niveau moléculaire pour comprendre cette violence-là. Et là, si on articule les deux approches, moléculaire et molaire, je pense qu'on arrive à toucher à quelque chose de ce qui se joue dans la dialectique de la violence. Oui, Guantanamo, bien sûr. Poussière dans les chambres parce que je suis asthmatique et donc je suis allée au confessionnal pour demander si exceptionnellement on pouvait avoir l'aspirateur 5 minutes et là on m'a répondu oui pour qui tu te prends de venir demander l'aspirateur, retourne dans ta chambre, c'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord. Au bout d'un mois, j'avais des plaques sur le corps à cause de l'humidité et de la crasse. Et j'avais aussi des crises d'éternuement parce qu'en fait, on m'avait pris mes antihistaminiques de ma valise, même si le médecin m'avait dit que je pouvais les prendre à la base. Et pendant 1 mois, j'allais au confessionnal en les suppliant de me donner des antihistaminiques. Et à chaque fois, on me disait oui, merci, ta demande est notée, on reviendra vers toi. Et on revenait jamais vers moi. Jusqu'au jour où j'y suis allée en pleurant et je les ai suppliés de me donner des antihistaminiques parce que j'en pouvais plus. Là, ils ont eu peur et en 30 minutes, ils m'ont fait passer une boîte d'Aerius. Évidemment, on chope des maladies pendant l'émission, vu que la maison est sale, qu'on peut même pas changer nos draps 1 fois par mois, et que même les frigos et la vaisselle sont pas propres. Et du coup, le médecin nous avait promis que si jamais on avait besoin de lui, il serait obligé de l'appeler et de couper les caméras et les micros, puisque tout serait placé sous secret médical. Sauf que c'est la production qui décide de l'appeler ou pas, et que avant ça, on est obligé de dire nos symptômes au confessionnal devant les caméras et les micros. Moi, j'ai demandé à le voir à un moment donné parce que j'avais une gastro. Du coup, ils m'ont laissé parler au médecin par téléphone, et seulement 3 jours plus tard, ils m'ont dit au fait Morgane, est-ce que tu veux toujours voir le médecin parce que peut-être il va venir aujourd'hui. Donc j'ai dit oui et je l'ai vu 3 jours après. Et en fait ils l'appellent pas tout de suite parce que pour eux c'est relou de devoir couper les caméras, les micros, de perdre du temps d'image. Donc tant pis si on a mal en attendant, mais pour eux c'est pas une priorité. Donc là déjà la licorne elle en prend un coup parce que on n'est plus du tout les personnes extraordinaires qu'ils adoraient avant qu'on fasse l'émission. On est devenu leur chose. Et encore c'est que le début parce qu'on découvre aussi qu'on n'a pas le droit d'avoir l'heure. Donc on sait pas quand on se couche. C'est eux qui éteignent les lumières quand on a le droit de dormir. On sait pas quand est-ce qu'on se lève. On sait pas à quelle heure on se lève. C'est eux qui nous réveillent avec le compte à rebours pour l'eau chaude. Et on sait jamais si c'est l'heure de manger ou pas. Du coup on a plus de repères, on a faim tout le temps. Et au bout de 3 semaines on est fatigué tout le temps parce qu'on a plus de rythme. Et à chaque fois ils nous disent que c'est pour les besoins de l'émission. Alors autant il y a des choses que je peux comprendre, comme le fait qu'on n'ait pas le droit d'avoir internet ou de communiquer avec l'extérieur, autant le fait de nous priver de l'heure et de nous interdire de lire, ça c'est vraiment pas nécessaire et c'est juste pour nous mettre une pression psychologique. Et le pire, c'est que ça marche parce qu'au bout de 3 semaines, on perd complètement la notion du temps. 1 semaine ça nous paraît être 1 mois, 1 mois ça nous paraît être 6 mois, mais c'est pas fini parce que normalement en tant qu'être humain, on a le droit à 2 heures. Ça c'est génial. Ça c'est génial. Et vous avez vu, ça tue, hein. Ça tue, hein. En fait, ouais, il y a un jardin, il y a un jardin. En fait, ce qui se passe, bon, en gros, on a compris, hein. Nous, Zippo, elle doit s'en souvenir et tout. Je sais pas s'il y a d'autres anciens, désolé Zippo, comme nous, quoi. Mais nous, on a vécu le premier Love Story, quoi. Donc, je pense que je sais pas quel âge vous avez, quoi. Moi, j'avais 20 ans en 2000, quoi. Donc, j'ai vécu le premier Love Story. La question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est scénarisé ? Est-ce que c'est scénarisé ? Bon, Nagwal aussi, hein. Est-ce que c'est scénarisé ? Et en fait, elle explique que non, c'est pas scénarisé. C'est pas scénarisé. En gros, les gars, ils font quoi ? Ils castent, premièrement. En fait, c'est eux qui castent. Il n'y a pas de... Elle dit c'est 70% de chasseurs de candidats qui sont en fait des têtes qui ont été chassées par les chasseurs de têtes de la production. Bah non, toi, à cette époque-là, tu sortais de la piscine Molitor. Comment tu pouvais aller regarder ça, Donio ? Et donc j'ai distribué la Nagwal et donc du coup ils sont castés et vous allez avoir un système, c'est à dire que c'est pas un scénario, c'est pas une orientation narrative du récit, c'est tout repose sur le montage. On leur donne des missions chaque jour. On leur dit, la voix donne plein de missions. Donc par exemple, la voix va dire à Morgane Anselme, il faut que tu fasses une crise de jalousie cet après-midi.
Morgane Ansem fait une crise de jalousie, elle récupère la thune de la cagnotte. Ok, ça marchait comme ça, Secret Story. Pour moi, Secret Story, c'est le modèle ultime, quoi. Et de l'autre côté, le soir, on regarde le Prime. Et là, vous voyez Morgane Ansem faire une crise de jalousie. Mais on ne voit pas à l'écran la voix dire « il faut que tu fasses ça ». Et donc, du coup, en fait, vu que on passe leur temps, c'est ce que disait... si je reprends la phrase de Goffman de tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il dit là, quoi. Vous savez, quand il dit on a des rôles, recours à une distinction féconde entre le soi et le self, et le soi est le retour de l'individu sur lui-même dans l'imitation du geste d'un autre individu qui lui permet de tenir un rôle social parmi d'autres. Vous voyez, c'est ça en fait, quoi. Là, on est typiquement en fait dans cette valse des rôles, mais la production choisit de réorienter le récit dans la direction qu'elle a envie de voir se réaliser, quoi. Donc là il y a une manipulation qui n'est pas narrative, mais qui passe par le montage cinématographique. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit que vous mettiez ces gens-là et que vous preniez un épagnol breton, moi aussi je vais faire de l'animalerie, et un gentil petit épagnol breton trop mignon, vous le mettez derrière une cage, vous lui donnez pas à manger et vous tapez sur la cage, bah ça va se transformer en bête féroce, quoi. Donc l'idée en fait ici, elle est toute simple, c'est-à-dire que c'est le dispositif qui va faire émerger la réalité. Et là, ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une intentionnalité. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que le dispositif, c'est comme l'école. Qui est-ce qui sait parler anglais après avoir passé 12 ans à l'école? Personne. Ou si vous savez parler anglais, c'est parce que vous avez écouté du hip-hop, que vous avez de la thune pour partir faire un voyage à l'étranger, quoi. Sinon, à part 2%, il n'y a personne qui sait pas, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but de l'école. L'école, son but, c'est pas de vous apprendre des trucs ou de vous préparer à la vie professionnelle, quoi. C'est pas ça. L'école est un dispositif, ça n'a pas un but, un dispositif. Un dispositif, c'est un espace-temps contraint. Vous avez vu là le rapport au temps? On leur enlève le temps. On leur enlève le temps. Et eux, ils essayent de résister. Et à 21h, quand commence le live, il y en a un qui est jamais là, parce que lui, il est en train d'essayer de mettre l'heure sur le four. Et la nuit, il y a quelqu'un de la production qui vient et qui enlève l'heure qui est sur le four. Écoutez ce qu'elle dit, écoutez ce qu'elle raconte. CSA par jour où on n'est pas filmé. Et bah, ils nous les donnent pas. Parce qu'en fait, c'est la production qui décide quand est-ce qu'ils placent ces heures-là. Et c'est eux qui décident s'ils nous le disent ou pas. Et en l'occurrence, nous, c'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois en 3 mois qu'on sache qu'on était en heure CSA. Ou alors, ils les font démarrer et ils nous disent pas que c'est des heures CSA. Donc ça sert à rien. Et ça aussi, j'ai demandé à la production, je leur ai dit, mais pourquoi vous nous donnez pas nos heures CSA? C'est quand même pas grand-chose. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, en off, bah ouais, mais si on vous donne vos heures CSA, en tant que candidat, vous allez en profiter pour faire et pour dire tout ce que vous osez pas faire devant les caméras, et on va louper des images. Et là, on touche à l'essentiel. Parce que ce qui intéresse la prod, c'est des images chocs pour faire de l'audience. Donc, des larmes, des disputes, des couples et du sexe. Et c'est pour ça qu'ils nous poussent à bout. Parce que plus on sera épuisé, désorienté et stressé, plus il y a de chances qu'on craque, qu'on se dispute et qu'on couche ensemble. Est-ce qu'il y a du... Plus il y a de chances que... Voilà. C'est ça, une institution moderne. Si on veut comprendre la violence, c'est ça, en fait. Il y a un but qui est molaire. Il y a un but qui est molaire. Ce but qui est molaire, c'est faire de l'image, faire du cul, faire des effusions, etc. Ça, c'est un but molaire. Est-ce que du coup, vous devez tenir des laisses et mettre le pouvoir derrière chaque individu pour qu'il y ait la réalisation de ce but molaire? Bah non, vous n'avez pas besoin de ça. Il suffit juste de se démerder pour que les conditions soient réunies, pour qu'il y ait une probabilité élevée qu'apparaisse du cul, du sexe, du cul, de la violence et des effusions de joie. Ok? Et donc, vous avez ici la définition du pouvoir à l'époque moderne. C'est ça le pouvoir. Le but, c'est pas que Jocelyne, elle prenne telle assurance en lien avec le four micro-ondes qu'elle a appelé, qu'elle a acheté. Non. Le but, c'est d'essayer de récupérer les données non pas de Jocelyne, mais des femmes entre 60 et 70 ans, et de se démerder pour que ça arrive dans un relais téléphonique et qu'on appelle l'intégralité des femmes entre 60 et 70 ans pour leur proposer cette assurance et qu'il y en ait un pourcentage qui disent oui. On est là en fait dans une pratique qui est entre le molaire et le moléculaire.
Ça veut dire que vous avez des objectifs molaires qui sont en général statistiques et qui sont gérés par des algorithmes. Et derrière, vous allez avoir la mise en place de ces institutions de pouvoir, de ces différents espaces restreints dans lesquels vous allez avoir des dynamiques de groupe qui vont créer du bouc émissaire, qui vont créer des corps torturés ou harcelés, etc., etc. Et là, vous avez pour moi, ce qui est le cœur de la violence à l'époque moderne. Vous voyez, c'est ça, en fait, si on veut comprendre la violence et si on veut comprendre un entre-deux entre Durkheim et Goffman, en fait. C'est d'essayer de comprendre le lien qu'il y a entre le molaire et le moléculaire. Et d'essayer de comprendre à ce niveau-là que, c'est ce que je disais sur le live sur la Free Party, puis je vais m'arrêter là, je vois qu'il est 57, quoi. Putain, j'en aurais bien encore parlé pendant 2 heures, quoi. Mais bon, j'imagine que pour vous, c'est déjà assez, quoi. Mais c'est que, d'une certaine façon, quelqu'un comme Michel de Certeau, le sociologue, il dit que, c'est ce que je disais sur la Free Party, qu'il y a des stratégies de l'État qui sont rationnels, qui reposent sur des mécaniques, sur des mathématiques probabilistes, qui font de la stat, qui organisent l'espace, etc. Et face à ça, il y a des résistances. Et je vais vous les faire écouter, les résistances, quand même. Et que ces résistances, c'est des tactiques qui sont opposées c'est des tactiques qui sont opposées aux stratégies. Et regardez ce qu'elle dit. Et puis, on finira sur ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le Discord, j'y ai pas accès pour l'instant. Je suis là, Philippe. Ok. Ah, c'est toi! Ah, c'est cool. C'est moi. Je peux mettre ce dernier petit extrait. C'est le galopin. Vas-y, mets ton extrait, fais-toi plaisir. Merci, mon grand. Alors, c'est parti. 17 minutes 12. Hop. Comme dans tous les univers sous contrainte, on s'organise pour contourner l'autorité. Nous, on avait notre marché noir de stylos et de cigarettes. Par exemple, quand la prod nous donnait 12 stylos pour un défi, et ben on en rendait que 9 et on cachait les 3 autres dans la maison. On écrivait sur des morceaux d'emballage, sur des bouts de mur, sur notre peau. On trouvait toujours un moyen. On avait aussi des langages codés pour se dire des choses même s'ils écoutaient tout avec les micros. Parfois, on arrivait à savoir l'heure qu'il était et on allait régler l'heure sur le four. Alors après, quand eux, ils se rendaient compte qu'on avait réussi à avoir l'heure, ils envoyaient quelqu'un pour dérégler le four dans la nuit. Et cette maison, mais c'est comme une colo sur une autre planète. C'est un truc de ouf, on vit des trucs tellement drôles. On construit des cabanes pour se cacher des caméras, alors on n'a pas le droit mais on essaye quand même. Il y a des groupes de personnes qui parlent avec une couette sur la tête, et tous les soirs, il y a des victimes innocentes qui se font jeter dans la piscine. Il y a des bafouilles, et des chutes, et des parties de cache-cache avec des gens qui se cachent mais dans des endroits vraiment improbables. Des poubelles, des poufs, des tiroirs. Il y a des chutes légendaires avec des gens qui courent tout nus et qui se cassent la figure les uns sur les autres. Il y a des batailles de coussins sans pitié, des câlins collectifs, c'est des liens qui sont incroyables. Une autre question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'on nous demande de faire des trucs ? Alors concrètement, J'ai été mute, sorry. Voilà, je vais finir sur ça et laisser la parole à Kestandi qui va nous expliquer là ce qu'il va faire, quoi. Donc c'était ouais, vous voyez, tactique de résistance face aux stratégies de pouvoir. Ça c'est très de Certeau, quoi. Moi je pense que il faut être plus subtil que ça et c'est pour ça qu'il faut aller lire Deleuze pour aller chercher comment ça se passe là au niveau moléculaire, les propagations d'ondes de pouvoir, les propagations d'ondes de résistance, etc. L'électricité qui peut se passer entre deux corps, comment ça résiste aussi au niveau moléculaire, quoi. Donc c'était l'occasion de parler de ça, surtout avec les free parties, et c'est pour ça que je vous ai lu Deleuze et la différence entre le jeu d'échecs et le jeu de Go chez Deleuze. J'espère que ce que je vous ai proposé ce matin, ça a apporté une autre petite pierre pour essayer de comprendre ce qu'on appelle la violence et avoir d'autres rapports par rapport à ça. Je suis pas hyper sûr de moi, je flotte un peu, je suis fatigué en ce moment et voilà, j'essaye de... C'était trop bien, Philippe, c'était trop bien. J'ai pas pu tout suivre, mais ce que j'ai suivi, c'était trop bien. Merci vraiment à toi de t'être libéré comme ça au dégoûté. C'était top. Qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Eh ben moi je continue sur ma série aussi, c'est la série lecture Joie militante. Joie militante, yes. Joie militante, il y a du Spinoza, du Foucault, du Deleuze aussi, donc voilà, si c'est l'occasion de rester dans les parages ou même si tu peux te choper le replay après, à mon avis ça va te plaire et ça va vous plaire. Ah, ça va être trop bien, quoi. Bah là, il faut que je file au taf. Moi, là, à 14h30, je travaille, quoi. Je sais pas comment. Courage pour ça. Je file, mais je garde tout ça en replay. J'ai déjà écouté celui d'avant, là, et je me suis régalé, quoi. Bisous à tous. On fait le 13-12, là. On fait
C'est ça. Truc. Donc merci à tous d'être restés. On donne au piqué parce que c'est ça qui compte et il y a que ça qui compte, quoi. Et donc à très bientôt, moi sur les ondes, mais on fait pas de pub ici, donc vous verrez À ça bientôt, Philippe. de votre de toute côté. façon. Ouais, des bisous, qu'est-ce t'en dis? Je vous laisse entre de bonnes mains. Des bisous, ciao tout le monde, ciao ciao.